Bon, je vous propose, si ça vous convient, de commencer. Et alors, je vais commencer par ailleurs de manière très peu académique, puisque je vais m'auto-présenter à défaut de présentateur, je ne sais pas si on dit ça comme ça par ailleurs. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui me connaissent, je pense, parce que j'ai eu des étudiants professeurs au cours, etc. Et du coup, mon nom, c'est Damien Darcy. Je travaille en faculté d'architecture et d'urbanisme. Donc j'ai une formation de philosophie. Je suis docteur en philo de l'ULG en fait, et je suis devenu chargé de cours ici à l'université de Mons quelques années après. Mes thématiques, enfin ma thématique principale de recherche, on va dire ça comme ça, c'est que je travaille en fait sur, si vous voulez, sur les processus d'exclusion de certains groupes sociaux qui s'exercent à travers des agencements urbains spécifiques. Alors ici, on ne va pas tellement parler d'urbanisme, mais malgré tout, on va quand même parler d'exclusion, hein. À partir notamment d'un auteur dont certains ont peut-être déjà entendu parler, c'est Étienne Balibar, d'accord, qui servira vraiment de guide tout le long de l'exposé, mais pas seulement, puisque je ferai aussi référence à un autre grand philosophe français qui travaille dans le champ de la philosophie politique, qui est Jacques Rancière. Alors je commence toujours par toute une série d'excuses, aujourd'hui je vais en faire qu'une, et c'est la même que chaque fois je pense, je suis un peu fatigué, donc voilà, j'espère ne pas rester trop près de mes notes. Mais je vous propose de commencer, du coup, là maintenant, ce premier exposé donc, du cycle Les identités en question. Et ce premier exposé, donc, je l'ai intitulé « À quoi sert le racisme ? Fonction économique et politique du racisme anti-immigré en France ». D'accord ? Donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, mais bon, vous savez que c'est un essai qui est souvent raté, hein, donc j'espère que je dépasserai quand même pas trop. Voilà, histoire qu'on ait du temps pour la discussion. Donc je commence immédiatement. Donc, à quoi sert le racisme, hein, fonction économique, politique du racisme immigré en France, plus précisément dans la France contemporaine. On verra, je vais notamment travailler en fait essentiellement sur la séquence entre les années 80 et aujourd'hui. Donc, dans cette intervention, je vais revenir en fait sur les liens qui sont très souvent faits, hein, en fait, je pense que ça va surprendre personne, entre le racisme, plus précisément même le racisme anti-immigré et les crises économiques. Alors en France, dans de nombreuses interventions politiques, le racisme, il est très souvent, voire systématiquement, expliqué par les crises économiques. De nombreux représentants politiques, il faut penser par exemple, donc il y a quelques années déjà à Nicolas Sarkozy, après lui à François Hollande, mais pas seulement, plus récemment il y a eu Emmanuel Macron, hein. Donc tous ces représentants politiques, si vous voulez, ils ont souvent expliqué les votes Front National, ou aujourd'hui les votes Rassemblement National, puisque le parti a changé de nom, par la colère des Français en proie notamment au chômage ou à des difficultés économiques importantes. De nombreuses enquêtes sont venues comme créditer en fait cette idée-là, et notamment en 2015, Le Figaro par exemple a fait, vous allez voir, je vais me référer à plein d'articles de presse, Le Figaro a fait grand cas d'une étude qui a été menée par des scientifiques allemands, et il a titré « Comment les crises financières dopent les scores de l'extrême droite ». Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi ? Mais je pense que c'est une évidence, c'est que le racisme, il est souvent présenté en fait comme quoi ? Comme un effet direct en fait des crises économiques. Il y aurait, pour reprendre la formule d'Étienne Balibar, crise économique, d'où chômage, chômage, d'où exacerbation de la concurrence entre travailleurs, d'où hostilité, xénophobie, racisme. Autrement dit, le racisme, ce serait quoi ? Le symptôme d'une crise économique qui serait chaque fois indissociablement, si vous voulez, une crise politique et sociale. Alors de ce point de vue, et on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai en fait, hein, c'est l'intérêt j'espère de l'exposer, de ce point de vue en fait, les reprises économiques ou les périodes de prospérité par exemple, hein, elles devraient alors au moins pour une large part faire disparaître justement le racisme, hein, en même temps que couper l'herbe sous le pied, si vous voulez, au Front National ou au Rassemblement National, je vais dire un mot pour un autre, j'espère que vous me pardonnerez, quoi. Et donc je disais, ça ne va pas de soi en fait, ce lien entre crise et racisme. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas de soi ? Parce que quand on y regarde bien, enfin quand on a bien y regardé en fait, le racisme il est présent de tout temps. Ça veut dire le racisme en fait il travaille inlassablement la vie politique et sociale française, hein, y compris durant les périodes fastes. Suffit de se rappeler, et je fais ça pour m'en tenir simplement au XXe siècle, hein, donc il suffit de se rappeler par exemple de l'arabophobie grandissante pendant la période des 30 Glorieuses, hein, arabophobie qui va culminer en 1973 avec l'assassinat par des groupes terroristes d'extrême droite justement de plus de 50 ressortissants algériens, puis de l'attentat organisé par le club Charles Martel contre le consulat algérien. Donc on se souvient de ça, on peut se rappeler aussi de l'ancienne et toujours très vivace par exemple haine des Roms. Bon, ou encore du racisme colonial ou de l'antisémitisme particulièrement ardent, par exemple pendant les années 30. Donc s'il y a une rupture, si vous voulez,
en temps de crise, concernant le racisme, on peut dire que cette rupture, elle consiste moins dans l'apparition du racisme, si vous voulez, que dans le franchissement, c'est les termes de Balibar, de certains seuils d'intolérance, d'accord ? Voire dans le passage à l'acte, on va dire ça comme ça, dans le passage à l'acte du racisme. Autrement dit, pour le formuler de manière plus simple, plus tranchante, etc., on peut dire que la crise, elle ne fait pas apparaître le racisme, loin de là, mais par contre, la crise, elle radicalise le racisme. Et cette radicalité du racisme, on peut la retrouver notamment dans 4 éléments. Premièrement, c'est quoi ? C'est en période de crise, quand on regarde les discours racistes, ils deviennent de plus en plus virulents, voire violents. Deuxièmement, toute une série de partis classiques, en fait, comme par exemple les partis de gauche. Alors si le Parti socialiste aujourd'hui, c'est un peu délicat de continuer d'en parler en France, mais à l'époque c'était le Parti socialiste, qui va faire quoi ? Développer, voire renforcer les grands thèmes de l'extrême droite, comme exemplairement le problème de l'immigration. Alors le problème de l'immigration, on en a tellement parlé ça a l'air d'être une évidence aujourd'hui. Faut se rappeler que jusqu'en 1983, le problème de l'immigration, en fait, la gauche l'a pas fait sien. Ça veut dire que c'est en 83 que quelqu'un comme Mitterrand, par exemple, va intervenir pour dire, en période de crise, ce que je dois faire, c'est d'abord protéger les emplois des Français. En 84, Laurent Fabius va être le premier homme politique à déclarer « Le FN pose les bons problèmes », et le bon problème, c'est quoi ? C'est le problème de l'immigration. Donc, deuxième élément, c'est quoi ? C'est des thèmes qui jusque-là appartenaient à l'extrême droite, se retrouvent, si vous voulez, mais repris par les partis classiques. Troisième partie maintenant, c'est quoi ? Troisième élément, pardon, c'est, vous allez avoir toute une série d'analyses qui sont racisantes, ethnicisantes ou identitaires, qui vont s'étendre à des situations de plus en plus variées. On se souvient par exemple, il y a quelques années, c'était 2012, 2013, 2014, notamment des polémiques autour du halal, dans les abattoirs, les boucheries, les supermarchés et même en fait jusque dans les cantines scolaires. Enfin, quatrième élément, plus dangereusement sans doute, donc qui témoigne de cette radicalité du racisme, d'un racisme qui se radicalise, c'est quoi ? C'est l'État, en fait, tout simplement, l'État français qui va ratifier en fait de plus en plus de mesures. Donc de plus en plus de mesures qui vont viser à l'exclusion, la discrimination de certaines populations, comme en témoigne par exemple, alors durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était le durcissement en fait des conditions du regroupement familial. Sous François Hollande, ça a été le vote de la déchéance de la nationalité française, d'accord, pour les Français d'origine étrangère. Alors, on pourrait également, c'est une petite parenthèse, me rétorquer à quoi ça sert en fait de parler du racisme et de la crise, puisque peut-être bien qu'on serait sorti de la crise. Je viens de montrer que, le racisme, il n'existe pas seulement en temps de crise, mais par ailleurs, concernant la crise elle-même, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire en fait qu'il y a plusieurs éléments qui invalident cette thèse-là. Pourquoi ? Parce que premièrement, si, d'après certains, la crise, elle est maintenant passée, d'accord ? Donc si la crise est passée, justement, les crises économiques, elles sont, dans le système capitaliste, en fait, cycliques. Dans un entretien qui était donné au Monde, l'économiste André Orléans, donc c'est quelqu'un que ça vaut la peine de lire, souligne justement que les crises, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui s'oppose au capitalisme, au sens où ce sont pas les crises des accidents du capitalisme, d'après lui, que ce système-là essaierait à tout prix d'éviter. Mais au contraire, la thèse d'Orléans, c'est quoi ? C'est de dire les crises, c'est l'un des moteurs, en fait, du capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'elles lui permettent notamment à chaque fois de se réorganiser et systématiquement en concentrant chaque fois encore davantage de capital, comme par exemple, dans le cas de la crise de 2007-2008, on a vu quoi ? Des fusions de banques, justement. Donc, de ce fait, souligne André Orléans, les crises, elles sont, dans notre système, par définition, en fait, appelées en fait, à se répéter. En outre, deuxième élément concernant la crise, si on parle de crise économique, en fait, lorsque des difficultés, si vous voulez, touchent des groupes sociaux qui jusque-là sont plus ou moins protégés, en fait, financièrement, etc., d'accord ? D'où la thématique récurrente en temps de crise, par exemple, des classes moyennes qui se voient en voie de reprolétarisation, etc., ou en tout cas en voie de déclassement. D'accord ? Il se fait que si on parle de crise quand certaines catégories sociales sont touchées, il se fait que la crise, elle est vécue quotidiennement, en fait, par toute une série de gens, comme l'a notamment mis en exergue le très récent mouvement des Gilets jaunes, sur lequel je reviendrai, et j'imagine qu'on pourra même en discuter pendant les questions. Donc ça, c'est le premier point concernant la crise, c'est en somme, les crises, on n'en sort pas dans le capitalisme, au contraire, elles n'arrêtent pas de se répéter, de revenir, etc. Deuxième élément, c'est quoi ? C'est de dire que
tous ces propos racistes, toutes ces mesures racistes, si vous voulez, qui se multiplient en période de crise, évidemment, elles ont des effets à long terme. Elles ont des effets à long terme, de quelle façon ? Justement, en tant qu'elles façonnent, si vous voulez, petit à petit, des manières de penser qui réorganisent petit à petit la perception qu'on va avoir du champ politique et social. Et donc il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Amsel, je donne des noms, c'est pas pour faire savant, c'est simplement que c'est des gens qui écrivent vraiment très bien, et qui sont très lisibles et tout ça, et qui ont des idées intéressantes. Donc quelqu'un comme Jean-Louis Amsel, il montre comment, par exemple, durant la crise des années 80, on est passé en fait d'une lecture classiste des problèmes sociaux, on analyse les problèmes, si vous voulez, traversés par la France en termes d'opposition de classe sociale, à une lecture, justement, ou à un paradigme ethnique, d'accord ? Bon, pire, on pourrait dire ça comme ça, si vous me le permettez, le champ scientifique lui-même dans les années 80 va, en fait, dans le sillage des mondes politiques et médiatiques, peu à peu abandonner, en fait, les lectures politiques, économiques et sociales des problèmes que traverse la France pour privilégier quoi ? Une approche, en fait, identitaire. Et il y a une chercheuse qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Véronique de Ruder, qui écrivait déjà en 97, je la cite, « La recherche en France a ainsi plus ou moins démissionné en admettant comme catégorie pertinente d'analyse des catégorisations sociales ethnicisantes, la notion de deuxième génération par exemple sur laquelle je vais revenir, c'est un des thèmes de cet exposé, ou racisantes, les Français de souche, les beurs, etc. Et qu'est-ce qui s'est produit, dit-elle ? Sens commun et discours savant en sont venus en fait à s'alimenter l'un l'autre au profit d'une définition ethniste ou raciste des relations interethniques ou raciales. Donc, en effet, on peut dire, dans le sillage de Véronique de Ruder, que les théories des identités ou de l'origine aujourd'hui, elles exercent effectivement une véritable tyrannie dans tous les champs sociaux, malgré d'ailleurs les contestations très larges en fait, des personnes qui sont astreintes à ces catégories de Français, d'immigrés de deuxième génération, voire immigrés de troisième génération, aujourd'hui on a ça dans certains articles, ou encore Français d'origine étrangère. Donc compte tenu de tous ces éléments, si vous voulez, il me paraît intéressant d'interroger justement le racisme en temps de crise pour mieux comprendre en fait les relations qu'il entretient de façon plus ou moins visible en fait, mais de tout temps, avec l'économie et la politique. Et ceci me paraît en fait d'autant plus important qu'à bien y regarder, l'articulation qui est aujourd'hui donnée pour acquise entre crise et racisme, elle est au cœur en fait des analyses contrastées, opposées en fait que l'on fait aujourd'hui du mouvement notamment des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que d'un côté, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir de nombreux politiciens, des journalistes qui vont passer leur temps à faire quoi ? Insister justement sur les dérives racistes des manifestants, sur le succès grandissant dans les sondages du Rassemblement national, alors que de l'autre côté, vous allez en avoir d'autres, Jean-Luc Mélenchon en tête par exemple notamment, mais ce n'est pas le seul, le directeur du Monde, du journal Le Monde, a fait une sortie dans ce sens-là assez récemment, donc qui vont justement essayer de montrer que ce qu'il y a d'intéressant dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi ? C'est qu'il ne pose pas tellement la question de l'immigration, au contraire, il essaie de reposer le débat sur le plan économique et social. D'accord ? Mieux, on peut même dire que le problème, si vous voulez, et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant, c'est de dire qu'alors que le mouvement des Gilets jaunes, d'après certains, essaie de renouer avec une approche économique et sociale justement des problèmes traversés par la France, et que le problème de l'immigration, il ne fait pas tellement partie. En fait, ce n'est pas un des thèmes prioritaires des Gilets jaunes, puisque Marianne a fait un article pour montrer qu'il arrivait seulement en 8e position. Le journal du dimanche a montré que dans certains carnets de doléances, il n'était pas question même d'immigration, ça revenait vraiment très loin. D'accord ? Emmanuel Macron, là, malgré tout placé au cœur du grand débat, censé répondre justement aux attentes des manifestants. Et il y a quelques jours à peine, la revue Marianne, encore une fois, titrait ainsi « Grand débat, mais à quoi joue Macron avec l'immigration ?» L'ambition de ce texte, ici, c'est précisément d'essayer de répondre, avec 3 auteurs en particulier, Balibar, Jacques Rancière et Alain Badiou, à la question des liens, justement, entre crise économique et racisme, ou à la question de la fonction politique et économique du racisme dans la France contemporaine. Donc je vais commencer immédiatement par un développement, si vous voulez, sur la notion d'immigré, où la thèse que je vais défendre, c'est de dire que le mot immigré, aujourd'hui, c'est l'autre mot simplement pour dire la race. D'accord ?
Bon, donc je commence. On pourrait penser, en fait, vous allez voir que ça tient la route, hein, je pense. Enfin, j'espère, mais donc, autrement, bon. Donc on pourrait penser que le racisme, si vous voulez, au sens classique, hein, à savoir celui d'une idéologie qui affirme la supériorité d'une race par une autre, aurait disparu. Effectivement, quand on allume sa télévision ou quoi que ce soit, ou qu'on regarde les journaux, ou dans les interventions politiques et médiatiques, il est plus que très rarement, voire plus jamais, en fait, question des races. Par contre, il est systématiquement question, hein, on nous rabâche les oreilles avec ça depuis maintenant une trentaine d'années, du problème de l'immigration ou du problème des immigrés en France. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend notamment par immigré? En quoi est-ce que cette désignation, elle pose ou elle fait problème? Alors, il ne s'agit pas du tout ici d'affirmer que l'immigration, définie comme le mouvement de population, d'accord, de nationalité étrangère qui entre légalement ou non, par ailleurs, hein, sur le territoire français, constitue pas un problème précis. Celui, par exemple, de l'organisation de la gestion des flux migratoires ou encore celui de l'accueil des réfugiés. Alors, ces problèmes, évidemment, ils sont systématiquement liés à une série d'événements internationaux, comme par exemple, les plus récents, c'est les guerres au Moyen-Orient, avant ou après les révolutions arabes. Sauf que ces événements internationaux ou ces mouvements migratoires, ils seront sans doute d'abord résolus par quoi? Par des actions à l'échelle internationale. Sauf que si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe en fait dans les médias? Ce dont parlent notamment certains politiciens, je vais parfois dire les politiciens, vous corrigez, ça veut dire certains d'entre eux, hein, pas tous, bon, mais je fais parfois un petit abus de langage ou l'autre, j'espère que vous me le permettrez. Mais du coup, quand on regarde les interventions politiques ou médiatiques, qu'est-ce qu'on voit, notamment sous la présidence de Sarkozy, encore une fois, mais également de François Hollande, hein, et puis maintenant avec Emmanuel Macron, on se rend compte que le problème de l'immigration, en fait, il n'est pas défini comme un problème international, mais il est souvent lié, associé en fait à des problèmes qui sont cette fois nationaux. Et ces problèmes nationaux, c'est quoi? C'est par exemple, c'est le chômage, c'est la sécurité, c'est le logement, les banlieues, l'école, les supermarchés ou encore récemment l'identité profonde de la France. Et donc, cette confusion, elle a des conséquences particulières. En associant, en fait, si vous voulez, le problème de l'immigration à une série de problèmes, cette fois-ci, qui sont nationaux, les représentants politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent en fait un amalgame, si vous voulez, en d'un côté les migrants, les clandestins, plus largement des personnes qui, pour une raison ou une autre, sont amenées à quitter leur pays pour un autre, hein, et qui posent donc des problèmes très spécifiques. Avec quoi? Donc, avec en fait de l'autre côté des Français nés de parents français, voire de grands-parents qui eux-mêmes ont déjà été naturalisés français. Donc cet amalgame, si vous voulez, entre les immigrés et une large partie de la population française, il est systématiquement en plus renforcé dans notamment la désignation, qui est somme toute assez récente, encore une fois elle doit avoir 30-40 ans, dans la désignation en fait par le monde politique et médiatique, mais également plus récemment scientifique, enfin même pas plus récemment, mais également scientifique, donc d'une série de jeunes Français comme immigrés de deuxième ou encore une fois de troisième génération. Donc premier phénomène de renforcement donc, de cet amalgame. Deuxième phénomène, c'est quoi? C'est la façon dont ces mêmes politiciens ou ces mêmes journalistes, hein, ou encore scientifiques, qualifient ou désignent les problèmes qui sont posés par ces jeunes Français. Lors des révoltes de banlieue, par exemple, on n'interroge pas les phénomènes de chômage, de pauvreté, de délabrement urbain ou, encore une fois, de ségrégation sociale, hein, qui frappent certains territoires, qui frappent certaines catégories sociales défavorisées. Mais ce qu'on va interroger, c'est quoi? C'est les problèmes d'intégration de ces personnes issues de l'immigration. Autrement dit, si vous voulez, la catégorie immigrée, et ici je cite Jacques Rancière, hein, elle fait un même étranger indésirable du jeune Français, du travailleur sri-lankais sans papier, de la femme algérienne qui vient d'accoucher à Marseille et qui demande le regroupement familial. Et cet amalgame, il a justement des conséquences tout à fait particulières. À partir du moment où on range, si vous voulez, dans un même ensemble des étrangers et une partie de la population française, les usages de la catégorie flottante, hein, tout à fait flottante d'immigrés, ils permettent en fait de tracer implicitement non seulement une frontière entre la population française et les étrangers, mais également, encore plus implicitement, une deuxième frontière au sein maintenant de la population française elle-même, hein, entre d'un côté des Français et puis de l'autre des immigrés de deuxième génération, de troisième génération, des personnes issues de l'immigration, des Français d'origine étrangère ou autrement dit, pour reprendre Balibar, des Français qui ne le seraient pas tout à fait. Alors, on se tromperait, donc ça c'est pour la dimension amalgamante, si vous voulez, de l'usage de la catégorie immigrée.
Maintenant, on se tromperait en pensant que cette catégorie flottante immigrée crée simplement un amalgame entre des Français et des personnes d'autres nationalités. Au contraire, en fait, les usages de la catégorie immigrée par certains politiciens, certains journalistes, ils sont systématiquement, quand on regarde bien, indissociablement différenciants. Donc, on crée un amalgame, mais en même temps, on va voir qu'à l'intérieur de cet amalgame, on va s'amuser à différencier, en fait, les sous-catégories d'étrangers, d'immigrés, d'étrangers. Bon, ça. Donc, si des Français, par exemple, et c'est la remarque de Rancière, mais qui est tout à fait juste à mon avis, si des Français d'origine allemande, anglaise, italienne, portugaise ou algérienne devraient tous être considérés en France comme des immigrés, on sent bien qu'ils ne le sont pas, en fait, tout à fait de la même façon. Donc, je cite Balibar, qui prend un cas français, même parisien, il dit « Un Portugais à Paris sera plus immigré qu'un Espagnol, moins qu'un Arabe ou un Noir. Un Anglais ou un Allemand ne le sera certainement pas, un Grec peut-être. » Donc, ces usages différenciants, en fait, si vous voulez, de la catégorie immigrée, ils prennent, en fait, la plupart du temps, une forme un peu spécifique, qui est quoi ? Ils fonctionnent un peu, si vous voulez, ils différencient, ils catégorisent et ils hiérarchisent, en fait, des sous-catégories d'immigrés en fonction, notamment, de certains critères. Et ces critères, on peut penser à quoi ? On peut penser, par exemple, au travail, à la religion ou, plus largement, à la culture. Il faut se souvenir, par exemple, donc le plus bel exemple de tout ça, c'est quoi ? C'est le discours d'Orléans de Jacques Chirac, qui est célébrissime, qu'on peut retrouver encore plein de fois sur YouTube et tout ça. Et qu'est-ce qu'il faisait, Jacques Chirac ? Il déclarait que, je le cite, « Avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, cela pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. » Un peu plus loin, il opposait le Portugais travailleur aux musulmans paresseux. Donc là, on voit que c'est le critère travail qui fonctionne. Quelques années plus tard, quelqu'un comme Manuel Valls, et je ne sais plus s'il était ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, il était ministre de l'Intérieur, autant pour moi. Manuel Valls, justement, laisse entendre que les personnes sont plus ou moins capables, en fait, voire pas du tout, de s'intégrer selon qu'elles appartiennent à une culture ou une autre. La culture fonctionnant évidemment ici comme une nature immuable, quelque chose dont on ne pourrait pas sortir, qu'on ne pourrait pas transformer, ni quoi que ce soit. Et ça se sentait dans quoi ? Dans le fait que Manuel Valls soulignait qu'il était légitime, par exemple, d'interroger la compatibilité entre l'islam et la République française, alors que ça n'avait aucun intérêt de se demander si on pouvait intégrer les Roms, qui étaient par définition inintégrables. Donc, ces opérations de différenciation, si vous voulez, des sous-catégories d'immigrés, vous voyez qu'elles fonctionnent très durement, sauf que même si elles fonctionnent très durement, elles ne sont jamais en fait, ou du moins jamais en apparence, je vais essayer de montrer que c'est quand même une vraie crasse, mais donc elles ne sont jamais absolument en apparence tout à fait discriminantes. Au contraire, si on regarde bien, on voit que le jeu de différenciation et de hiérarchisation en fait, de ces catégories immigrées, il permet en fait d'exclure d'autant plus légitimement, si vous voulez, certaines catégories d'immigrés, qu'il paraît en fait en épargner d'autres. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut simplement dire que Jacques Chirac, il peut d'autant plus facilement critiquer l'arabe paresseux qu'il semble épargner en fait le portugais travailleur. Ça veut dire le jeu de différenciation et de hiérarchisation, si vous voulez, des catégories d'immigrés, il fonctionne en fait comme un principe de justification des propos racistes. Je peux dire « Ah oui, l'arabe est paresseux » parce que je souligne bien que le portugais est travailleur. Alors ça a l'air bête, mais encore une fois, si on fait attention à ce qui se passe, on se rend compte que dans la mécanique raciste, ces usages différenciants, ils sont systématiquement indissociables des usages amalgamants. Autrement dit, le jeu de différenciation des sous-catégories d'immigrés, il n'est possible en fait qu'à condition justement de présupposer, je vais expliquer, la catégorie générale en fait de l'immigré ou de l'étranger. Alors même que Jacques Chirac épargne le portugais travailleur pour mieux exclure l'arabe paresseux, il affirme dans le même temps que ce portugais en fait, il n'est pas non plus vraiment français. C'est pourquoi ce jeu, si vous voulez, d'inclusion-exclusion des catégories d'immigrés, il n'épargne qu'en apparence. Pourquoi ? Parce qu'en reposant implicitement sur la catégorie générale de l'immigré, il ne fixe en fait jamais le partage entre les bonnes et les mauvaises catégories d'immigrés. Il est toujours ce partage-là susceptible d'être reconfiguré, de sorte que le portugais, qui est provisoirement épargné dans le discours de Chirac, pourrait très bien, si la situation change, se retrouver lui aussi du mauvais côté de la barrière. En somme,
la thèse défendue, si vous voulez, par Étienne Balibar, c'est quoi? C'est ce que j'ai annoncé au début de cette première partie, c'est de dire que immigré, en fait, c'est aujourd'hui l'autre nom, si vous voulez, pour la race. En tant que catégorie flottante ou générale, d'accord, cette catégorie d'immigrés, donc, elle permet en fait de distinguer le français de celui qui ne l'est pas. Et elle permet de distinguer le français de celui qui ne l'est pas, non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur de la nation. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, en tant que catégorie différenciante, qu'est-ce qu'elle fait, cette catégorie d'immigrés? Elle permet justement de classer des sous-catégories d'immigrés, donc également, vous l'avez compris, de Français qui sont maintenant perçus comme des étrangers, sur une échelle de qualité qui va permettre de savoir ce qu'il faut en faire, comment les traiter, comment se comporter avec eux, en fonction notamment de certains critères, la culture, etc. Donc, premier point, c'est immigré, c'est l'autre nom en fait pour la race. Vous n'hésitez pas à me couper si je vais trop vite ou quoi que ce soit, donc je peux revenir sur un point ou un autre. Pardon. Ok. Donc, je peux maintenant revenir sur ce fameux problème de l'immigration, d'accord, et demander qu'est-ce qui fait, le monde politique, en fait, qu'est-ce qu'il laisse entendre, quelle idée est-ce qu'il diffuse, en fait, lorsqu'il déclare « il y a un problème de l'immigration ». Cet énoncé, à mon avis, et je reprends à nouveau Balibar, il peut être traduit comme la présence des immigrés en France pose un problème, c'est-à-dire en fait comme la présence d'étrangers et de Français qui ne le seraient pas tout à fait dans la population pose un problème. Et c'est précisément en fait le flottement, si vous voulez, ou l'indétermination intrinsèque de la catégorie d'immigrés qui rend possible en fait la déclinaison du problème de l'immigration en une série d'autres problèmes, pourtant sans lien avec la scène internationale, où, je cite Balibar, c'est donc ce flottement autour de la catégorie immigré-immigration qui induit, je le cite, une transformation de tout problème social en problème qui se poserait du fait de la présence des immigrés, ou du moins qui se trouverait aggravé par cette présence, qu'il s'agisse de chômage, d'habitat, de sécurité sociale, de scolarisation, de santé publique, de mœurs, de criminalité. Autrement dit, cela favorise le développement, si vous voulez, de perspectives racisantes, ce flottement, sur des problèmes qui pourraient chaque fois faire l'objet d'une toute autre lecture. Je prends un exemple, c'est la question du chômage. La question du chômage, par exemple, elle est pourtant, à mon avis, indissociable de la critique d'un système économique particulier, à savoir le système économique capitaliste, mais pas seulement, de choix politiques aussi spécifiques, d'une organisation du travail, par exemple des horaires de travail, etc. Cette question justement du chômage, elle va pouvoir être rattachée, d'accord, à celle de l'immigration, comme en témoigne par exemple le slogan du FN, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés entre eux, les sempiternels débats autour de l'immigration choisie ou de la préférence nationale dans l'accès à l'emploi. Et tant pis si en fait cet accès à l'emploi fait déjà l'objet d'un contrôle plus que sévère, ça fait l'objet notamment d'articles du Monde. Pour prendre un deuxième exemple, les problèmes scolaires par exemple, d'accord ? Donc problème scolaire et en particulier celui de la réussite. Ce problème scolaire, quand on y regarde bien, qu'est-ce qu'il pose comme question ? Il pose comme question notamment celui de la qualité et de l'organisation de l'enseignement. Et il faut rappeler que, par exemple, l'Union européenne a critiqué plusieurs fois en fait, la France pour un enseignement à deux vitesses particulièrement inégales, notamment au niveau de la budgétisation, etc. À partir du moment justement où on fait passer ça du côté du problème de l'immigration, ça donne quoi ? Ça va donner qu'on va mettre en fait le problème de l'école en France sur le compte de la mixité sociale. Et là, il faut se rappeler, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, par exemple, de Claude Guéant, qui déclarait que le faible taux de réussite scolaire en France était dû à la présence dans les écoles des enfants d'immigrés non européens, c'est-à-dire, encore une fois, de Français désignés comme des étrangers. Je cite Claude Guéant, ça ne m'arrive pas souvent, mais dans un texte comme celui-ci, je le fais. Les 2/3 donc, des échecs scolaires, c'est Claude Guéant, c'est l'échec d'enfants d'immigrés. 2/3 des enfants d'immigrés sortent de l'appareil scolaire sans diplôme. Ces affirmations, qui ont pourtant été absolument démenties en fait, par les enquêtes de l'INSEE, vont faire la une de tous les journaux. Enfin, pour prendre un dernier exemple, un troisième, c'est celui par exemple des problèmes d'urbanisme, d'accord, et notamment de sécurité. Ces problèmes d'urbanisme et de sécurité, ils sont quand même pour une très large part en fait le fruit ou le résultat de planifications urbaines qui ont eu lieu pendant les 30 Glorieuses. Planification urbaine, c'est le travail d'un monsieur qui s'appelle Gaudin qui a travaillé là-dessus. Planification urbaine, donc, qui était souvent ouvertement ségrégative.
par exemple, dans le cas de la banlieue nord, d'accord, le maire de Marseille intervient pour dire on construit la banlieue nord. Pourquoi ? Pour isoler très concrètement des populations d'ouvriers étrangers qui ne devront pas être en contact avec les populations françaises parce que ces ouvriers-là n'ont pas les codes, n'ont pas la culture, etc. et seraient susceptibles de poser toute une série de problèmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va enfermer en fait ces ouvriers dans cette fameuse banlieue nord qui est d'un côté ceinturée par une autoroute, de l'autre par une voie ferrée. Donc, on pourrait poser les problèmes, par exemple, d'urbanisme, etc., et notamment les problèmes de banlieue, on pourrait les poser avec le prisme, si vous voulez, de la planification urbaine des 30 Glorieuses, qui a été un désastre. Sauf que qu'est-ce qu'on va faire ici ? Encore une fois, on va les ramener à l'incapacité de certains groupes sociaux à s'intégrer. Donc ce flottement, si vous voulez, autour de la catégorie immigrée, on voit qu'il permet en fait de décliner le problème de l'immigration en une série de problèmes nationaux. Alors si les étrangers au sens juridique sont en fait de facto très peu, voire pas du tout liés à ces problèmes, cette déclinaison-là, elle va achever en fait, si vous voulez, d'assimiler une partie de la population française à un corps étranger qui est désormais lié à ces problèmes, même pire, qui est en fait maintenant défini par eux, alors même qu'encore une fois, chacun de ces problèmes pourrait être analysé sans aucune référence à l'immigration. La figure idéologique de l'immigré, elle apparaît ainsi, du fait de tout ce mécanisme-là, elle apparaît ainsi en fait comme responsable d'une certaine façon de tous les maux d'une société, comme surdéterminée par un ensemble de facteurs qui sont liés aux troubles ou à la pathologie sociale. Et là, il y a une intervention qui est particulièrement dure, c'est l'intervention qui était très médiatisée par ailleurs de Claude Guéant et qui a été saluée le lendemain par Nicolas Sarkozy sur les révoltes de banlieue et qui est cette déclaration-là exemplaire à mon avis de ce que je viens de dire plus haut. Claude Guéant, qu'est-ce qu'il faisait ? Il comparait en fait dans une même phrase les jeunes de banlieue à, je le cite, des sauvages à la violence incontrôlable commettant des actes terroristes particulièrement barbares qu'il faut donc enfermer comme on enferme les plus dangereux délinquants sexuels. Donc dans une même phrase, pour qualifier des émeutes de banlieue, on devrait peut-être dire d'ailleurs des révoltes de banlieue et pas des émeutes, le choix du mot il est important, donc j'aurais dû dire révolte. Mais la référence aux sauvages, aux barbares, aux terroristes, aux délinquants sexuels rassemble en une même figure, rassemble en une même figure la violence, le fanatisme, la délinquance. Et dans le propos de Claude Guéant, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que la violence et la délinquance, en fait, ne sont pas le résultat d'une situation sociale particulièrement dure pour certains groupes sociaux, qui vont se révolter, qui vont ceci, qui vont cela, mais elles s'inscrivent dans une nature, d'accord ? Celle de l'étranger, fondamentalement pervertie, comme il le dit, comme le serait celle d'un délinquant sexuel, comme le serait celle d'un pédophile. Ces derniers éléments permettent en fait de mettre en exergue l'une des premières, à mon avis, fonctions du racisme. Et la première fonction du racisme, c'est quoi ? C'est le transfert, en fait, tout simplement, sur des populations françaises, mais dénoncées comme un corps étranger, de tous les maux traversés par une société. Alors, si la responsabilité des politiques dans ce phénomène, à mon avis, elle est quand même assez grande, alors pas de tous, mais de certains d'entre eux, c'est sûr, ce transfert, il fonctionne, c'est ici que c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que là, je vais faire référence à quelque chose qui fait, de plus psychologique, mais bon, soit. Donc, si la responsabilité des politiques, en fait, si vous voulez, dans ce phénomène, elle doit être ciblée, dénoncée, même à mon avis, ce transfert, justement, de tous les maux d'une société sur la figure, en fait, de l'étranger, d'accord, il fonctionne peut-être d'autant mieux, en fait, et c'est ici que ça touche à la question des identités, que la figure de l'immigré, si vous voulez, elle cristallise, en fait, les résistances et les peurs, en fait, d'une partie de la société française à l'égard, en fait, de ses propres transformations, ou pour le dire avec Balibar, la dénégation des transformations déjà accomplies, c'est-à-dire de sa propre histoire. Je vais expliquer. Donc, si vous voulez, l'essence même de l'économie capitaliste, c'est quoi ? C'est la transformation, en fait, en profondeur, des structures sociales, économiques, culturelles, etc., des États ou des territoires. Et donc, dans le même temps, évidemment, des hommes eux-mêmes et de leur manière de vivre. Le monde auquel, si vous voulez, ouvre l'économie capitaliste, c'est un monde qui est mouvant, c'est un monde qui est changeant, c'est un monde qui est indéterminé, à l'intérieur duquel, justement, les manières de vivre se transforment sans cesse. Pour le dire très platement, on ne vit pas dans la France des années 50, comme on vit dans la France des années 70, comme on vit, par exemple, aujourd'hui. D'accord ? Donc, tout bouge très vite, quoi. Cette indétermination justement des devenirs, la thèse de Balibar, c'est quoi ? C'est qu'elle est très loin en fait de pouvoir être acceptée comme telle. Ça fait peur, quoi, pour le dire très simplement. Et dans un article du Monde, Brice Taturier, que je cite pas souvent non plus, commente un sondage consacré à la perception du monde du XXIe siècle par les Français.
Et il écrit « Nos concitoyens ont de plus en plus le sentiment de vivre dans un monde angoissant, menaçant, complexe, sans que quiconque puisse en traduire le sens et en tracer l'avenir. » Justement, cette indétermination, si vous voulez, de l'avenir, qu'est-ce qui se passe ? Elle va s'accompagner, en fait, paradoxalement, de productions fantasmatiques, si vous voulez, qui ont pour fonction, une fonction essentielle, c'est désamorcer les craintes, les peurs, en fait, générées par les transformations, le changement. Pour le formuler une autre fois, j'espère plus simplement, c'est au moment, si vous voulez, où les cadres qui jusque-là stabilisaient relativement les modes de vie se transforment, que surgissent quoi ? Les identités. Donc, et ces identités, elles fonctionnent, si vous voulez, comme autant d'images, mais fantasmées, comme autant d'images, on pourrait presque dire rêvées, d'une communauté, comme ça, qui serait parfaitement égale à elle-même, à travers l'histoire, à travers le temps, alors même que cette communauté n'a sans doute jamais existé, ou en tout cas n'existe plus. C'est pas pour rien, sans doute, que c'est au moment où la France, en fait, est en profonde mutation, qu'on assiste justement à un retour sur le devant de la scène des grands débats sur l'identité nationale qui est présentée comme le résultat d'une histoire, en fait, qui ferait du gaulois la racine du français, sans que cette racine ait été altérée, en fait, par le temps. Et là-dessus, il faut lire le super bouquin de Tienne, c'est l'identité nationale, une énigme. Sauf que, et je continue, dans un monde mouvant, indéterminé, justement, en transformation incessante, à défaut de trouver consistance par elle-même, justement, cette identité, elle ne peut en fait trouver consistance que par rapport à un autre. Ça va ? Par rapport à un autre qui va être donné, justement, cet autre comme celui qui vient la corrompre. En effet, et je vais essayer de trouver un exemple tout con, mais sauf à penser, sauf à imaginer que le PDG parisien, par exemple, d'une grande entreprise, l'ouvrier sidérurgiste lorrain, un agriculteur de Franche-Comté ou un jeune sans emploi de Douai auraient vécu la même histoire, seraient par conséquent coulés dans le même moule, auraient la même identité, d'accord ? Cette identité, en fait, elle ne peut se définir que négativement. Ça veut dire, encore une fois, par opposition à une autre identité, contre une autre identité. C'est ce contre, cet autre, aujourd'hui, c'est quoi ? Encore une fois, c'est l'immigré. L'immigré, c'est sans doute la figure de cet autre, figure elle-même largement fantasmée, elle-même fabriquée de toutes pièces. Alors cet autre, évidemment, il peut prendre plusieurs figures, suivant les cadres ou les contextes racistes particuliers. Si on regarde, par exemple, dans le cas de l'antisémitisme ou du racisme colonial, l'autre, c'est quoi ? C'est le juif ou le noir. Dans le contexte de crise, maintenant, d'un chômage croissant, en fait, Gérard Noiriel, qui est un autre auteur qui a travaillé là-dessus, lui, il montre comment, en fait, cet autre, c'est dans les années 80, parce qu'avant on ne parle pas de ça, mais c'est dans les années 80, la figure du musulman, en fait, qui va finir par l'incarner, figure du musulman qui, avant les années 80, est pratiquement inexistante, figure du musulman qui va en fait s'imposer à la place d'une autre, celle du travailleur, justement, immigré. Je le cite, c'est dans les années 80 qu'un discours sur la deuxième génération se met en place. Dans l'imaginaire, la figure du travailleur immigré disparaît et elle est remplacée par celle du musulman. On passe de l'usine à la banlieue, du social au religieux. L'immigré est essentialisé et sa capacité à s'intégrer profondément mise en doute. Pareil, en pleine crise, l'événement il est symptomatique, en pleine crise sociale, donc en 1983, donc on a une grande grève ouvrière chez Renault, et Pierre Mauroy, qui est alors Premier ministre, j'espère que je ne dis pas de bêtises, va déclarer quoi ? Il va déclarer que, Premier ministre socialiste, sous Mitterrand, donc il va déclarer que les ouvriers, ils sont en fait agités par quoi ? Par des groupes religieux, alors que jusque-là, la gauche française n'avait jamais joué la carte de l'appartenance religieuse pour expliquer les mouvements sociaux. De son côté, donc toujours sur la création de cette figure de l'autre, le musulman, de son côté, Véronique de Ruder, elle montre comment un véritable travail de fond, mais cette fois à l'intérieur des universités, va s'opérer pour inventer des racines, pour doter les gens d'une histoire, pour créer des lignées, ou en un mot, elle montre comment, si vous voulez, dans le champ des sciences sociales, on va peu à peu forger les catégories justement d'immigrés de deuxième génération, maintenant de troisième génération, pour désigner, encore une fois, des populations qui n'ont jamais migré, ne parlent pas d'autres langues et qui ne parlent pas d'autres langues que le français. Alors l'idée ici c'est quoi ? C'est que si vous voulez, de la même façon un peu que dans l'Europe antisémite des années 30, c'est la thèse de Balibar, l'invention de l'autre sur lequel on pourra alors transférer tous les mots traversés par une société, elle est évidemment, vous l'avez compris, indissociable en fait d'une production de généalogie.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va faire, et c'est ça la fonction en fait de la notion de deuxième génération. Donc immigré de deuxième génération. Immigré normalement, ça désigne un déplacement. Donc de deuxième génération, quand vous vous êtes jamais déplacé, c'est étrange. Troisième génération, encore plus. Et donc la thèse ici, c'est quoi? C'est de dire qu'on va créer, si vous voulez, une généalogie qui vous isole, qui vous distingue radicalement du reste de la population. On vous astreint une origine en fait inaltérable, hein, on vous astreint une identité, encore une fois, différente des autres que vous allez porter justement de génération en génération. Et quelqu'un comme Claude Guéant, à mon avis, c'est quelqu'un qui saura parfaitement exploiter ces craintes-là, hein, notamment, vous vous souvenez justement, en alimentant avec plus ou moins de succès pratiquement l'imaginaire des croisades au XIe siècle, hein, en parlant notamment de guerre de civilisation, etc. Alors, on comprend maintenant, hein, pourquoi justement ce transfert en fait, des problèmes nationaux, donc justement sur ceux que l'on fait désormais apparaître comme des étrangers, mais le comme a évidemment toute son importance, hein, il donne naissance, d'après Balibar, que je cite encore, à une idée en fait qui est particulièrement meurtrière, et qu'à mon avis on voit de temps en temps quand même à la télévision, quoi. Donc une idée particulièrement meurtrière, et c'est quoi cette idée? C'est la diminution en fait, et si possible la suppression de l'immigration, justement, permettrait de résoudre en fait à peu près l'ensemble des problèmes sociaux. Donc pour résoudre le problème, si vous voulez, il faut en supprimer la cause. Et ça se vérifie dans quoi, d'après Balibar? Justement dans le fait qu'en plus, en fait, si vous regardez des courses aux chiffres en matière, alors c'était plus visible sous Sarkozy que maintenant, mais en plus des courses aux chiffres en fait en matière d'expulsion des étrangers au sens juridique, hein, dont on faisait quotidiennement état dans la presse à un moment donné, sous Nicolas Sarkozy, mais Emmanuel Macron vient de faire une proposition pour fixer des quotas, justement, donc des quotas annuels de migrants qu'on accepterait ou pas. Donc en plus de tout ça, qu'est-ce qui va se développer? Un fantasme en fait de plus en plus visible de purification du corps social, d'extirpation des faux français, hein, de la part enquistée justement dans la nation. Alors, faut-il rappeler les multiples sorties qui malheureusement aujourd'hui font même moins scandale qu'auparavant, hein, mais autour encore une fois des menus de cantinale, des prières de rue, où il y a encore 2 ou 3 mois par exemple, des prénoms choisis dans le calendrier chrétien, hein, que devrait obligatoirement choisir toute personne issue de l'immigration. Alors ce fantasme, il est d'autant plus dangereux que s'il se développe et qu'il est largement diffusé, hein, justement par des personnes à la tête de l'État, il n'est pas tout à fait nouveau. Ça veut dire que ce type de fantasme, il a déjà donné lieu en fait à des choses qui étaient dramatiques. Et il faut par exemple se souvenir de l'article d'un type qui s'appelait Gabriel Domenech, qui est paru à l'époque dans le Méridional, hein, et c'est un article qui a été publié suite notamment à l'agression alors par un Algérien d'un chauffeur de bus, si je ne dis pas de bêtises. Et cet article-là va appeler pratiquement, va pratiquement appeler au meurtre, et effectivement, on va avoir une vague d'agressions à l'égard d'ouvriers algériens qui va faire 16 morts en fait dans les semaines qui suivent. Il se fait que Gabriel Domenech qui sera élu et qui va même devenir vice-président de la région PACA par après, mais bon, peu importe, je laisse ça de côté. Ce qu'il faut retenir ici, donc je vais arriver à la conclusion de ma première partie, j'espère que je ne suis pas trop long, ça va. Donc, ce qu'il faut retenir, enfin j'espère, hein. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que le transfert justement des problèmes traversés donc par la France sur des populations françaises désignées comme des étrangers, il génère une situation tout à fait paradoxale en fait. Alors, et ça c'est ma transition vers la deuxième partie, donc alors que les problèmes générés justement par la crise économique devraient en fait, ou en tout cas pourraient renforcer les clivages de classe, les divisions sociales, durcir par exemple, hein, en situation de crise où des gens perdent leur emploi, durcir par exemple les oppositions entre d'un côté les classes populaires ou les classes dominées, si je prends le langage bourdieusien, et puis de l'autre côté les classes dominantes, hein, justement le transfert sur les immigrés de tous ces problèmes, il tend à annuler ces clivages, il tend à suspendre ces divisions, si vous voulez, dans un consensus social. Et ce consensus social, c'est quoi? C'est l'hostilité contre les étrangers, l'hostilité contre les faux français. Autrement dit, l'une des conséquences fondamentales, si vous voulez, des usages par les politiques, par certains politiques, de la catégorie flottante d'immigrés en temps de crise ou en temps de difficulté économique, hein, c'est quoi? C'est de suspendre, voire de supprimer les rapports fondamentalement opposés que des classes sociales pourraient avoir en fait par rapport à des problèmes économiques et sociaux. Les classes dominantes, les classes moyennes, les classes populaires seraient au fond confrontées aux mêmes problèmes, elles seraient face à un ennemi commun, et cet ennemi commun, ce serait encore une fois l'immigré.
En ce sens, Jacques Rancière écrit, et à mon avis c'est assez malin, donc je cite Rancière, « C'est un choix politique que de déclarer que l'entrée de travailleurs clandestins, les problèmes des collèges de banlieue, les phénomènes de délinquance impliquant des jeunes nés en France de parents français, les mariages blancs ou supposés tels et les déficits des comptes sociaux relèvent d'un même problème immigré. Nous n'avons pas numériquement beaucoup plus d'immigrés qu'il y a 20 ans, mais ces étrangers il y a 20 ans avaient un autre nom, ils s'appelaient ouvriers. » Et Jacques Rancière ajoute « Il n'y a pas en politique de nécessité objective ou de problème objectif, on a les problèmes politiques qu'on choisit d'avoir, il vise l'État, généralement parce qu'on a déjà les réponses. » Et c'est en cela que consiste précisément, à mon avis, enfin pas seulement à mon avis, vous l'avez compris de l'avis des auteurs que je lis, l'une des fonctions politiques fondamentales des usages de la catégorie d'immigrés en temps de crise, c'est supprimer, encore une fois, dans des identités fantasmatiques, celle du français de souche d'un côté, celle de l'immigré de l'autre, les conflits de classe qui seraient susceptibles de transformer l'ordre établi, ou plus radicalement, je vais le montrer, c'est de créer des divisions imaginaires, si vous voulez, mais qui sont tout à fait opérantes, même si elles sont imaginaires, donc des divisions imaginaires au sein d'une population qui, si elle se rassemblait, pourrait précisément constituer, pourquoi pas, une force politique. Alors ceci, c'est peu explicité, mais il y avait un article du Monde, encore une fois, très récemment là-dessus, c'est peu explicité, mais une des craintes, par exemple, les plus fondamentales du gouvernement d'Emmanuel Macron pour l'instant, c'est quoi ? C'est de voir, après les lycéens, pourquoi pas les banlieues se lever et rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Donc ces divisions imaginaires, elles peuvent fonctionner. C'est une thèse, bon, c'est peut-être pas vérifié. Mais... Alors, je vais passer à ma deuxième partie, mais qui est beaucoup plus courte, en fait, que la première, donc on aura vraiment le temps de discuter. Et dans cette deuxième partie, c'est justement cette dernière idée que je vais essayer de développer, à savoir les divisions imaginaires de la société, d'accord, à des fins, donc évidemment, politiques. Alors, je viens d'essayer de montrer que le racisme, c'est pas l'affaire d'une classe en particulier, mieux que ça, ou mieux que ça, il faut peut-être pas dire mieux, mais dans Moment politique, par exemple, Jacques Rancière, encore une fois, il renverse le problème. Et qu'est-ce qu'il montre Rancière ? Il montre que le racisme anti-immigré, c'est en fait d'abord une production du sommet de l'État français, qui va être par ailleurs très largement diffusée dans les médias. Donc les idées racistes, évidemment qu'elles seront ensuite éventuellement reprises et reformulées suivant les différents milieux sociaux, mais néanmoins la thèse de Rancière, c'est qu'il y a quand même une organisation, on pourrait presque dire ça, une diffusion des idées racistes qui part d'en haut vers le bas. Alain Badiou va dans le même sens, quand il écrit, je le cite parce que bon c'est clair, ça met les points sur les i, donc je cite Badiou, c'est une longue citation, mais donc en définitive, écrit Badiou, ce ne sont pas les pauvres de nos provinces qui ont décidé de limiter autant que faire se peut le droit élémentaire d'un ouvrier de ce pays, quelle que soit sa nationalité d'origine, de vivre ici avec sa femme et ses enfants. C'est une ministre socialiste et tous ceux de droite ensuite qui se sont engouffrés dans la brèche. Ce n'est pas une campagnarde sous-éduquée qui a proclamé en 83 que les grévistes de Renault étaient des travailleurs immigrés agités par des groupes religieux qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales ou françaises. C'est un Premier ministre socialiste, bien entendu, à la grande joie de ses ennemis de la droite. Qui a eu la bonne idée de déclarer que Le Pen posait les vrais problèmes ? Un militant alsacien du Front National ? Non, écrit Badiou, c'est un Premier ministre sous Mitterrand. À la manœuvre de ces forfaits légaux, on trouve l'État tout simplement, c'est cet encouragement obstiné de l'État dans la vilainie qui façonne l'opinion réactive et racialiste, et non l'inverse. Pourtant, justement, ceux-là même qui s'emploient, si on suit Badiou et Rancière, à diffuser des idées racistes, certains politiciens, certains journalistes, ne cessent d'insister en fait sur ce que l'on devrait prendre justement comme un fait, à savoir que le développement ou l'intensification des phénomènes racistes serait dû à quoi ? En fait, il serait dû aux classes ouvrières ou plus largement aux classes populaires. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on voit très fortement s'afficher là maintenant dans les médias, c'est l'idée que la classe ouvrière ou que les classes populaires, elles seraient en fait plus facilement racistes en fait que les autres. Et donc si on regarde bien au cours des 3 dernières élections présidentielles, les gros titres de la plupart des journaux ont systématiquement renforcé justement cette idée d'un lien direct entre le racisme et le monde ouvrier, ou élection oblige, puisque c'est chaque fois dans un cadre électoral que ça se passe, cette idée donc d'un lien entre le racisme et justement le parti de Marine Le Pen. Donc on a eu toute une série de titres, je vous l'ai dit, mais je pense que vous les avez tous encore en tête, c'est le Front National, nouveau parti des ouvriers, les ouvriers votent majoritairement pour Marine Le Pen, le FN, parti ouvrier, bon. Donc il y en a toute une série comme ça.
Alors, si de nombreuses enquêtes, comme par exemple celle des sociologues Gérard Mauger, Willy Pelletier, montrent que l'électorat FN, en fait, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que les votes du FN proviennent d'horizons sociaux très différents, en fait. Si d'autres enquêtes soulignent que moins d'un ouvrier sur 7, quand on prend en compte par exemple le fait de ne pas voter, je ne retombe plus sur le nom, l'abstention. Donc moins d'un ouvrier sur 7 vote Front National, c'était dans l'Humanité, dans Libération. La question qui se pose, c'est la suivante. C'est pourquoi faire du racisme la propriété réservée, d'accord, ou caractéristique d'une classe en particulier? À quoi est-ce que ça peut servir de désigner comme responsable du racisme une classe en particulier, à savoir la classe ouvrière? Jacques Rancière, il apporte lui-même une réponse. En postulant, dit-il, que le racisme se développerait de façon privilégiée dans le monde ouvrier ou populaire, en le présentant en fait comme une réaction violente, affective, spontanée, immédiate, caractéristique, donc la violence, la spontanéité, l'immédiateté qui renvoie très précisément à la nature du peuple dans l'imaginaire, par opposition à la nature des gouvernants qui sont ceux qui sont doués de raison. Donc, le monde politique, qu'est-ce qu'il fait quand il dit « Ah, mais regardez le racisme, la violence raciste, elle est liée en fait au monde populaire », qu'est-ce qu'il fait ? Ce monde politique, il entretient justement, en fait, d'après Rancière, l'idée qui est largement véhiculée selon laquelle le racisme serait en fait le fait de couche de la population paupérisée, arriérée, sans trop d'éducation. Autrement dit, si vous voulez, en désignant le racisme comme un phénomène populaire, alors que je viens d'essayer de montrer que quand on lit un peu Claude Guéant, quand on lit Sarkozy, quand on lit Brice Hortefeux, quand on lit Manuel Valls, etc., le racisme, il est largement partagé par tout le monde. Donc, en désignant le racisme comme un phénomène populaire, justement, le monde politique, il parvient en fait à entretenir l'idée, si vous voulez, suivant laquelle le peuple, c'est quoi ? Une masse dangereuse, régie par ses passions, plutôt justement que par la raison, masse qu'il s'agit alors, évidemment, on serait bête de faire l'inverse, de contrôler et de diriger. Donc, si vous voulez, cette idée, cette assimilation entre racisme et monde ouvrier, d'une certaine manière, elle renforce encore une fois l'idée que les 3/4 de la population sont par nature incapables de se gouverner eux-mêmes, et que la démocratie, au fond, elle n'est possible qu'à la condition de ne pas l'être trop. Sous peine de quoi ? Sous peine de subir les effets destructeurs, justement, de cette masse. Donc tout ce discours qui vise à assimiler racisme à population ouvrière, d'après Rancière, c'est quoi ? C'est un discours qui vise en fait très simplement à légitimer la position dominante, en fait, si vous voulez, de certains, la mainmise de certains sur les compétences politiques, ceux qui vont pouvoir se présenter comme étant, eux, doués de raison. Et ça s'est vu, à mon avis, de manière assez frappante dans un épisode, une séquence politique particulière. C'est la façon dont Manuel Valls, qui était là ministre de l'Intérieur du gouvernement Hollande, a donc géré notamment la question des Roms. D'un côté, qu'est-ce qui s'est passé avec les Roms ? Manuel Valls, en fait, il n'a pas cessé de diffuser des idées racistes aux effets par ailleurs potentiellement dévastateurs pour les personnes qui en étaient la cible. Interrogé par exemple sur France Inter sur la capacité à s'intégrer des Roms, Manuel Valls répond, aux grandes dames de tous ceux qui au même moment luttent contre le racisme, il répond « Oui, il faut dire la vérité aux Français », je le cite, on pourrait même l'entendre, « Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation avec les populations locales. » À la question de savoir comment il est possible de régler justement le problème des Roms, le même ministre poursuit, je le cite, « C'est illusoire de penser qu'on réglera le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. » Donc, insiste le ministre, et il estime, je le cite encore, donc il n'y a pas d'autre solution que de démanteler ces campements progressivement et de reconduire ces populations à la frontière. En somme, Manuel Valls, qui par ailleurs inscrit son discours dans le registre en fait de l'évidence, souligne qu'il n'y a qu'une seule possibilité à l'égard des Roms, et qui sont par définition, d'après lui, inintégrables, c'est quoi ? C'est les exclure de France. Alors que de nombreuses études, justement, contredisent son propos, jusque dans la désignation même, en fait, de certains groupes comme Roms, d'accord, qui fait l'objet de critiques très fortes, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il fait là ? Il va ériger, en fait, les Roms en figure d'altérité absolue, à l'égard de laquelle le seul rapport possible est un rapport d'exclusion, et il n'y a qu'un tout petit pas pour dire un rapport, en fait, de suppression, quoi. Et il n'est d'ailleurs pas inopportun de rappeler que le jour où Manuel Valls fait cette déclaration-là, le journal L'Opinion, en fait, publie une carte qui répertorie, en fait, tous les campements roms sous le titre «
plus de 20 000 Roms en France. Et ce qui va se passer après, c'est quoi? On va avoir des réactions de Français qui vont aller foutre le feu à des campements roms. Et donc, de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Manuel Valls, qui vient, vous l'avez vu, vous l'avez entendu quand je le cite, donc il stigmatise très négativement les Roms. Qu'est-ce qu'il va faire Manuel Valls? De l'autre côté, il va venir maintenant dénoncer les violences des Français à l'égard des Roms. Il faut se souvenir des épisodes où certains villages se lèvent en entier pour aller foutre le feu à un campement. Donc, il va dénoncer les violences des Français à l'égard des Roms et se présenter justement comme celui qui est capable de raison, comme le plus à même de gérer le problème, en fait. Ça veut dire le plus à même de prendre des mesures qui vont protéger les Roms des Français, les Français des Roms, ou en un mot, qui va protéger le peuple lui-même de ses propres réactions haineuses. Donc ça, c'est pour une première lecture, si vous voulez, de l'assimilation du rapport qu'on fait systématiquement entre racisme et population ouvrière. Il y a maintenant d'autres éléments qui permettent de poser le problème encore un peu différemment, et de faire apparaître, en plus de cette première thèse de Jacques Rancière, les enjeux, à mon avis, les plus fondamentaux du racisme de crise. Plutôt que de disserter, encore une fois, sur le fait que le racisme serait l'apanage d'une classe ouvrière ou plus largement d'une classe populaire, ce qui est intéressant, dit Balibar, sur lequel je m'appuie toujours, c'est quoi? C'est d'étudier l'apparition en fait du racisme, son développement, voire son intensification, c'est pas toujours faux, dans des situations précises pour un groupe donné à un moment donné. Autrement dit, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est analyser les raisons et les effets de l'extension du racisme anti-immigré dans le champ des revendications ouvrières en période de crise. Le racisme, dit Balibar, il n'est pas étranger au monde ouvrier. Donc il ne faut pas s'imaginer que le monde ouvrier serait absolument imperméable au racisme. Les vagues, précise-t-il justement, successives d'immigration organisées par l'État, se sont chaque fois en fait accompagnées justement de manifestations racistes à l'égard des populations, par exemple, on l'a tous en tête, italiennes ou maghrébines. Et ces manifestations racistes, contrairement à ce qu'on dit parfois, elles ne sont pas liées en fait ou pas tellement liées à la concurrence directe qui existerait en fait entre les ouvriers immigrés, d'accord, et les Français, qu'aux divisions en fait du travail qui sont caractéristiques à l'époque du modèle industriel. Les ouvriers immigrés, si vous voulez, mais là je dis vraiment c'est des platitudes, ils ont le plus souvent été astreints en fait à des tâches qui ne nécessitaient que peu, voire pas du tout en fait de qualification, par opposition pendant tout un temps aux Français qui justement occupaient les postes qui requieraient, je ne sais pas si je le dis comme il faut, des qualifications. Et cette répartition justement des tâches et des rôles dans l'entreprise, elle permettait quoi? Donc ouvrier immigré qui fait les tâches sans qualification, ouvrier français qui fait les tâches qualifiées, cette répartition des tâches, des rôles dans l'entreprise, elle permettait notamment en fait, de favoriser justement les clivages, si vous voulez, entre travailleurs français et étrangers. Et ça permettait quoi notamment? Ça permettait d'éviter des rassemblements entre travailleurs, rassemblements qui étaient parfois susceptibles de consolider des mouvements, par exemple, de revendication sociale. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est les manifestations de racisme, elles sont moins liées à la concurrence directe entre travailleurs, puisque ces travailleurs, ils occupent dans le système de production des places, des tâches, des rôles en fait qui sont parfaitement distincts, qu'à l'organisation elle-même, à la hiérarchisation, si vous voulez, du travail. Donc, le racisme, il n'est pas étranger au monde ouvrier. Pourtant, le monde ouvrier, c'est quand même aussi un monde qui a été, pendant tout un temps en tout cas, et à mon avis qu'il l'est encore, donc c'est un monde qui a été un rempart quand même plus ou moins solide contre le racisme. Et ce rempart, à nouveau, il n'est pas dû à une nature ouvrière qui serait plus sympathique ou plus ouverte qu'une autre aux autres, c'est pas ça. C'est simplement, il est dû au mode de constitution des luttes ouvrières. Ça veut dire que la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière, en fait, elle s'est construite, si vous voulez, sur un corpus souvent marxiste, ça veut dire sur, en fait, une analyse socio-économique des conflits sociaux. Et dans ces analyses, le champ social, en fait, il n'est pas conceptualisé, il n'est pas problématisé comme un terrain d'affrontement entre nationaux et étrangers, mais comme un affrontement des classes sociales antagonistes qui sont chaque fois définies, en fait, économiquement. On pense, par exemple, à la grosse opposition entre d'un côté les prolétaires et de l'autre côté la bourgeoisie. Bon, il se fait qu'il y a eu, à partir des années 80, une situation un peu plus compliquée. Ça veut dire les crises qui sont traversées par la France, en fait, depuis les années 80, elles ont un petit peu, si vous voulez, bouleversé le modèle industriel français.
Et elles ont même assez sévèrement transformé cette situation. Elles ont sévèrement transformé en fait cette répartition des tâches et des rôles dans le travail. Ça veut dire quoi? En quoi elle consiste cette transformation? Simplement en fait, un pan assez important de la population française se trouve en fait aujourd'hui dans une situation de basculement possible. Au mieux justement dans une forme, avec la crise, au mieux donc dans une forme d'exploitation plus aiguë, au pire justement dans le chômage et la misère. Ce phénomène, il est par ailleurs, à mon avis, très manifeste, peut-être un peu moins maintenant qu'on est sorti de la crise. J'ai expliqué au début que ce n'était pas tout à fait le cas, mais il est manifeste donc dans une série d'interventions, encore une fois politiques, puisqu'il y a une idée qui a été très longtemps quand même, et qui l'est encore à mon avis, notamment avec Macron, au cœur des discours de nombre d'hommes politiques, c'est quoi? C'est que le modèle économique et social français, en fait, il n'est pas concurrentiel. Le travailleur français, il coûte trop cher. Autrement dit, le travailleur français, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Des efforts, notamment sur les salaires, sur les horaires, si on veut pouvoir sauver l'emploi en France. Donc il y a deux éléments, si vous voulez, qui font apparaître la crise, qui remettent mais complètement en question en fait le compromis social sur lequel s'est construit la Ve République. C'est quoi? C'est d'un côté la garantie justement qu'on avait jusque-là d'une qualité, d'une sécurité de l'emploi, de conditions de travail et d'une rémunération correcte, elle est de plus en plus fragilisée. Il faut penser au fait qu'on peut vous garder quand on va reprendre l'entreprise, mais pas à ce prix-là, enfin, pas à ce salaire-là. Ça, c'est le premier point. De l'autre côté, c'est quoi? C'est le chômage qui, à la base, est créé de manière plutôt géniale pour libérer justement, au moins en partie, le travailleur sans emploi d'une surexploitation possible. Ça veut dire de la nécessité de devoir accepter tout et n'importe quoi. Ce chômage, justement, il fait l'objet de réformes successives, d'accord, qui, justement, de gouvernement en gouvernement, de gauche comme de droite par ailleurs, en réduisent le droit d'accès, le temps disponible, voire le montant des indemnités. Donc, pour le formuler de façon plus tranchante, si vous voulez, alors que de plus en plus de gens perdent éventuellement leur emploi ou qu'on a des situations vraiment de crise, qu'est-ce qui se passe? Le chômage, il est présenté de manière de plus en plus négative. Il ne servirait au fond, sauf exception, qu'à entretenir une population d'assistés qui, si vous me le permettez, si elle daignait traverser la rue, n'aurait aucun mal à trouver justement du travail. Donc les crises de ces dernières décennies, elles révèlent à mon avis une situation particulière, c'est pas à mon avis c'est celui de Balibar, mais une partie de la classe ouvrière française, plus largement de la classe populaire, est aujourd'hui en fait en voie, on peut dire ça comme ça, de reprolétarisation, c'est en tout cas le cas pendant les crises, et reprolétarisation qui ferait quoi? Qui rapprocherait en fait dans une même forme d'exploitation justement le français, d'accord, et le travailleur immigré. Donc l'ouvrier français, on peut dire ça comme ça, il vient, suite par exemple aux fermetures d'usines, etc., se ranger aux côtés des populations d'immigrés qui constituaient jusque-là un groupe très ciblé, plus défavorisé que les autres. Et cette nouvelle situation, elle transforme assez radicalement les pratiques et les idéologies de classe, les formes de la lutte ou de la revendication ouvrière. Et vous allez voir, c'est ici que l'enjeu du racisme, il devient vraiment important, quoi. Le problème, c'est le suivant. Il s'agit de savoir comment, dans cette situation de crise, justement, les pratiques de lutte, de revendication de la classe ouvrière, vont pouvoir ou non se reconfigurer. Si on suit Alain Badiou, autre philosophe politique français, donc les populations ouvrières françaises et celles qui sont justement issues de l'immigration pourraient, en fait, si elles s'assemblaient, constituer une importante force de contestation. Ce qu'il appelle une nouvelle classe de lutte qui serait susceptible d'ébranler le système économique dans lequel on vit pour le moment et qui ne cesse de se renforcer depuis les années 80. Sauf que, dit Badiou, un tel rassemblement, il ne se produira évidemment pas spontanément. Il pourrait se réaliser, mais il peut se réaliser à une seule première condition. C'est réactiver, d'après lui, les lectures socio-économiques des conflits sociaux, c'est-à-dire montrer que les forces sociales antagonistes en France, si vous voulez, les groupes opposés, ils ne sont pas ethniques, ils ne sont pas identitaires, mais ils sont d'abord économiques. Et c'est très précisément cette possibilité de voir émerger une nouvelle classe de lutte que la diffusion en fait, d'une idéologie politique raciste par une partie du monde politique vise à suspendre. Donc les usages de la catégorie immigrée, la déclinaison du problème de l'immigration, ou en un mot, si vous voulez, les efforts qui visent à stigmatiser une partie de la population française comme un corps étranger, contribuent en fait à quoi? À multiplier les divisions entre des groupes, divisions qui sont imaginaires, au sein donc de la population française. Alors qu'on est dans une situation où une série de Français sont aujourd'hui en fait dans des conditions matérielles pratiquement identiques à celles justement des populations
d'origine étrangère, ils sont amenés par la diffusion des idées racistes en fait à se représenter comme appartenant à des groupes fondamentalement distincts, distincts l'un de l'autre, voire même fondamentalement plutôt opposés l'un à l'autre, luttant l'un contre l'autre. Alors, et j'approche de la fin, je vous promets, donc ces divisions imaginaires, évidemment, elles ne fonctionnent pas sur le plan du droit, d'accord, sur le plan de la légalité, du droit, sur lequel en fait seul compte la nationalité. Ce qui veut dire que si vous êtes désigné, vous français, comme un étranger, sur le plan légal, ça ne fonctionne pas parce que votre carte d'identité est française. Donc, ça veut dire, pour le dire très platement, que tous les débats sur l'instauration d'une clause de préférence nationale, etc., en fait, pour le dire très platement, c'est du vent. Ça veut dire, à moins de supprimer la nationalité de certaines personnes, cette préférence-là, on ne peut pas l'exercer. Et donc, en fait, l'enjeu de tous ces discours-là, c'est pas tellement, si vous voulez, l'enjeu de ces discours, il n'est pas tellement effectif. L'enjeu, il se joue à un niveau symbolique, à un niveau imaginaire. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire que ces discours-là, ils vont produire des effets, si vous voulez, et ces effets, en fait, ce serait quoi ? Ce serait de dire que ça va transformer, voilà, ou déplacer le mode de revendication des ouvriers. Le combat ouvrier, en fait, il s'est historiquement positionné, et pas seulement ouvrier, les luttes populaires de manière générale, elles se sont historiquement positionnées, en fait, sur la question des droits sociaux. Alors, c'est quoi un droit ? Un droit, c'est quelque chose, justement, qui s'accroît qualitativement, si vous voulez, par l'extension du nombre de ceux qui en jouissent. Si je dis ça plus facilement, ça veut dire quoi ? Plus nombreux on est à revendiquer un droit, plus puissante est notre voix, plus il est légitime, en fait, d'obtenir ce droit. Donc, les revendications ouvrières, elles ont été portées, si vous voulez, par des logiques d'émancipation collective qui étaient fondées jusque-là sur l'inclusion du plus grand nombre, en fait, possible dans la revendication de ces droits. À l'inverse, une fois qu'on commence à avoir justement la racisation ou l'ethnicisation, si vous voulez, des modes de revendication ouvriers, qu'est-ce qui se passe ? On ne se positionne plus du tout sur le terrain du droit, on en arrive à se positionner sur quel terrain ? Celui des privilèges. Et alors le privilège, c'est l'inverse du droit. Ça veut dire que, contrairement au droit, l'obtention d'un privilège, si vous voulez, elle ne suppose pas qu'on rassemble le plus de monde pour l'obtenir. Au contraire, elle suppose l'obtention du privilège qu'on se distingue le plus possible de certains autres pour l'obtenir. Donc il faut se distinguer au maximum d'autres groupes sociaux. Autrement dit, il s'agit de montrer que c'est parce qu'on n'est pas comme les autres, parce qu'on est absolument différent des autres, qu'on peut réclamer en fait ces privilèges, par exemple dans l'accès à l'emploi ou dans l'aménagement des conditions de travail. Donc ce déplacement, si vous voulez, des revendications du terrain du droit à celui des privilèges, il s'opère en fait sans doute d'autant plus facilement, à mon avis, qu'il rejoue en creux les tensions, voire les conflits qui sont liés aux différences hiérarchiques, justement, entre travailleurs français qualifiés et l'ouvrier immigré sans qualification dont je parlais tout à l'heure. Ce déplacement, il est par exemple déjà particulièrement visible si vous regardez dans certaines interventions de droite et d'extrême droite, donc déplacement du droit au privilège, dans lesquels en fait il est question des droits des travailleurs français ou des droits des ouvriers français. Alors évidemment, on ne va pas manifester en demandant des privilèges, ça ne se fait pas comme ça, mais de manière un tout petit peu plus fine, ces interventions, elles vont en fait réclamer différentiellement les droits pour les Français, ça veut dire qu'elles vont demander des droits comme des privilèges. Alors, et je vais bientôt vraiment avoir fini, il me reste 2 pages, je dépasse déjà quand même, donc mais j'en ai plus que pour 5 minutes. Et cette partie-ci, elle est à mon avis intéressante. Donc ici, comme dans le cas en fait du transfert, si vous voulez, des problèmes posés par la crise sur des populations immigrées, certains éléments intrinsèques aux structures justement psychiques de nos sociétés renforcent peut-être la possibilité justement de ce déplacement. Nos sociétés, donc vous allez voir, nos sociétés en fait, elles reposent au moins depuis l'avènement du modèle économique capitaliste sur l'exploitation d'une partie de la population. Alors jadis, cette population exploitée, elle était où ? Elle était en fait, j'allais dire à nos pieds, c'est terrible comme formule, mais c'est pas tout à fait faux. Elle était dans nos villes, elle était dans nos villages, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, le développement économique, il a déplacé, en fait, si vous voulez, ces formes d'exploitation dans des contrées beaucoup plus lointaines. Le développement de nos modes de vie, ça veut dire la possibilité très concrète qu'on a, par exemple, d'acheter nos vêtements à des prix abordables, c'est pas simplement lié à l'avènement de notre démocratie, c'est d'abord lié à l'exploitation, voire à la surexploitation d'une main-d'œuvre, en fait, en grande partie étrangère, et qui ne nous dérange pas trop, puisqu'elle est cachée dans des usines qu'on verra jamais. Et donc cette condition, si vous voulez, cette dépendance, elle fait en fait dans nos pays
l'objet, vous allez voir en quoi c'est lié après à la figure de l'immigré, elle fait l'objet en fait d'une négation ou d'un refoulement. Ça veut dire quoi, une négation ou un refoulement de ça? C'est-à-dire que si elle apparaissait comme telle, donc l'exploitation, la surexploitation d'une partie du monde pour nous permettre de vivre comme on vit. Donc en fait, si elle apparaissait comme telle, en fait, on serait confronté, en fait, cette exploitation, cette surexploitation, à un double insupportable. Premier insupportable, c'est quoi? C'est on se rendrait compte de l'irréalité en fait de la prétention de nos sociétés à se fonder elles-mêmes, à exister par elles-mêmes. Et l'exemple type en fait de ce refoulement, c'est quoi? C'est la répétition sempiternelle du fait que la démocratie aurait permis de réduire les inégalités au sein de notre population, alors qu'en fait l'économie mondialisée les a tout simplement déplacés. Deuxième chose, c'est quoi? Deuxième insupportable, c'est la violence incommensurable sur laquelle nos sociétés, nos existences, nos modes de vie en fait reposent. C'est la violence qui nous permet de vivre comme on vit. Et cette violence, c'est quoi? C'est la déshumanisation, en fait l'instrumentalisation d'une immense masse humaine productrice, qui encore une fois était il y a encore un siècle et demi chez nous, dans les mines, tout ce qu'on veut, et qui aujourd'hui, mondialisation oblige, est encore une fois moins visible parce qu'enfermée dans une usine au Laos, un centre de traitement de coton en Ouzbékistan ou une mine d'or en Afrique, quoi. Notons que justement ce refoulement il conduit à attribuer cette violence aux conditions politiques et sociales de ces États. Donc c'est ça qui est marrant. Vous voyez, premier type de refoulement, c'est nos démocraties nous ont permis quand même de sortir de tout ça. Bah non, simplement on en profite, mais l'exploitation est déplacée. Et il y a un autre discours à côté qui témoigne aussi de ce refoulement, c'est quoi? C'est l'idée justement que, dans les États qui ne sont pas démocratiques, justement, on exploite, on maltraite, alors qu'en fait, notre économie elle-même repose justement sur ces exploitations dans ces États non démocratiques. En somme, si vous voulez, on peut dire qu'une part de ce refoulement, elle consiste à faire comme s'il y avait plusieurs mondes, l'un qui serait développé, égalitaire, l'autre qui serait barbare, inhumain, alors qu'en fait, il n'y a qu'un seul et même monde. D'une certaine façon, encore une fois, l'immigré, c'est quoi? C'est la figure sur notre territoire de cette masse exploitée. Venu travailler en fait suite à des échanges intergouvernementaux pour des salaires très bas, dans des conditions plus dures que celles des Français, l'immigré, c'est quoi? C'est la figure du prolétaire. Ça veut dire que c'est la figure en fait de cet homme sans qualification, contraint au déplacement, sans territoire, sans autre histoire en fait que celle que lui assigne l'exploitation capitaliste. Et aujourd'hui encore, en fait, la plupart des immigrés occupent des places dont les Français ne veulent pas. Ça va être les sous-sols des sites de vente en ligne, les élevages industriels d'animaux, donc les abattoirs, les chantiers, etc. Autrement dit, si vous voulez, l'immigré, c'est quoi? C'est d'une certaine façon la figure d'une classe qui est vouée à la misère, qui est vouée à une exploitation plus dure, qu'on a en fait moins l'habitude ou qu'on n'a plus l'habitude de voir dans nos pays. Et de ce point de vue, la thèse de Balibar, c'est quoi? C'est de dire que le rejet des immigrés, c'est peut-être d'abord un rejet en fait de cette dépendance radicale à l'égard de laquelle nous sommes, à l'égard des immigrés, cette dépendance radicale donc à l'égard des immigrés dans laquelle nous sommes. Autrement dit, si vous voulez, la thèse de Balibar, c'est une part des raisons de la stigmatisation, si vous voulez, de certaines populations françaises comme étrangères, elle s'inscrit peut-être justement, d'après lui, dans ce même processus de refoulement. Enfermer dès le départ cette partie de la population historiquement destinée à la surexploitation dans une histoire, l'astreindre à une origine, l'astreindre à une identité, l'astreindre à un territoire, celui de la banlieue, qu'on va présenter, comme on l'a fait sous Nicolas Sarkozy, ou comme l'a fait Manuel Valls, banlieue qu'on va présenter comme un territoire étranger à l'intérieur de la République, ça a un objectif. Maintenir ces populations exploitées à leur place, justement, dans leur rôle d'exploiter, en même temps que refouler en fait cette insupportable dépendance dans laquelle nous sommes à leur égard. Donc pour le formuler plus simplement, on peut dire que désigner une partie de la population française comme étrangère, en même temps que l'astreindre à un espace coupé des autres, ça permet d'une part de s'assurer de la reproduction de cette classe d'exploités, du fait qu'à cet endroit-là, ils vont bien rester dans le rôle qui était prévu pour eux. Et dans le même temps, ça permet, en jouant sur la stigmatisation négative de ces gens-là comme étant des étrangers, des pas comme nous, de faire comme si on n'avait rien à voir avec eux, comme si on ne dépendait en fait pas d'eux. À l'heure justement donc, où la crise est susceptible de redistribuer les places et les rôles de chacun dans l'organisation sociale, parce qu'une partie de la population française justement paupérisée, ou en voie de paupérisation, est peut-être dans la figure de l'immigré, c'est quoi? C'est la possibilité en fait dans laquelle elle se trouve elle-même, cette population française, de devenir en fait immigrée. C'est de se retrouver en fait à la même place que ceux qui jusque-là conditionnaient la sienne, si vous voulez.
Ce que les Français en difficulté, ce que le Français en difficulté est peut-être en fait dans la figure de l'immigré prolétaire, c'est pas un autre, c'est pas un étranger, mais c'est peut-être lui-même en fait, c'est la thèse de Balibar, en tant qu'il est en train de devenir justement dans cette société cet autre, cet étranger. Alors je vais conclure, donc là vraiment j'arrive au bout. Donc, donc en guise de conclusion, si l'extension justement des idées racistes, elle génère des divisions imaginaires, donc entre français et faux français, qui implique ainsi, vous l'avez compris, un déplacement en fait de la lutte du terrain du droit à celui des privilèges, il en découle évidemment une autre consistance, une autre conséquence non moins importante. Et c'est là que c'est rusé le racisme, c'est qu'au fond c'est toute la population paupérisée qui est perdante, pas seulement ceux qui sont les victimes du racisme, puisque ça se renverse ce racisme-là, on va le voir après. Donc, je vais dire l'annoncer dans la conclusion plutôt. Donc, si vous voulez, dès que les revendications sont plus supportées par des logiques d'émancipation collective, donc le droit, mais par des logiques de discrimination des catégories de travailleurs, ça veut dire les privilèges, il y a fort à parier en fait la crise aidant que ces discriminations, elles vont se retourner en fait contre les ouvriers français eux-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à côté des critères de différenciation raciaux des travailleurs, on va avoir une série d'autres critères distinctifs qui pourraient aussi se retrouver réactivés, en s'appuyant, par exemple, encore une fois, sur les différences de statut ou les formes de hiérarchisation du travail, à la division, encore une fois, du travail dans l'industrie. Et certaines revendications syndicales récentes, par exemple, on pense à la question de la réforme des retraites, elles témoignent peut-être déjà d'un retour ou d'une intensification de ces discriminations sous la forme, par exemple, de revendications qui sont corporatistes. Donc si cette dernière hypothèse, elle est vraie, elle nous permet de dégager justement un des derniers enjeux fondamentaux recouverts par le racisme de crise. C'est quoi ? C'est soit les populations françaises ouvrières et plus largement populaires parviendront à faire émerger une nouvelle classe de lutte qui va revendiquer sur le terrain du droit, mais pour ça, il y a une condition, c'est mettre en place une véritable culture collective qui refuse les clivages raciaux et qui, au contraire, pose les enjeux sur le terrain économique, politique, social. Soit, qu'est-ce qui va se passer ? Ces mêmes populations vont multiplier leurs divisions fantasmatiques, alors d'abord entre français et faux français, mais vous imaginez bien après que celui de la banlieue de Lefrançais, de la banlieue de Douai, c'est pas celui qu'on va prendre. L'identité nationale, elle pourra se retourner très facilement contre lui aussi, une fois qu'elle aura permis d'en évacuer certains. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'ils vont multiplier leurs divisions fantasmatiques, d'abord entre français et faux français, ensuite entre français. Elles signeront alors la fin de leur existence, c'est la thèse de Balibar, sur la scène politique. Qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là ? Elles se livreraient, ces classes populaires, d'elles-mêmes à des formes d'exploitation en fait beaucoup plus dures. Alors pour le formuler beaucoup plus nettement, c'est ma toute dernière phrase, un groupe d'individus est d'autant plus facilement exploitable en fait qu'il ne se perçoit justement pas comme un groupe et qu'il est entièrement occupé à travailler à sa propre dissolution. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Et je vais faire ce que je peux pour répondre. D'accord, ok. Juste, donc finalement, la thèse, c'est quelque part que le racisme, c'est un outil de cohésion et de domination sociale. Ouais. Que ce soit conscient ou inconscient de la part de ceux qui l'utilisent, en fait. Oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'outil qui vise, en fait. Quand vous dites cohésion, c'est une cohésion qui est toute relative. Ça veut dire, si je vous comprends bien, donc c'est un outil de division d'abord, en jouant sur des cohésions qui sont en fait complètement fantasmées, c'est ça. Et qui, parce qu'elles sont fantasmées, vont pouvoir elles-mêmes par après faire l'objet de nouvelles divisions. C'est ça, oui. Ouais. C'est vraiment cette idée-là. C'est l'idée de l'identité nationale, quoi. Ça veut dire cette identité fantasmatique qui rassemblerait en fait dans un même costume, dans un même moule, dans une même identité, le grand patron et puis l'agriculteur des Charentes-Maritimes, quoi. Je pense que là-dedans, il y a justement, c'est la thèse c'est Marcel Detienne, donc c'est la thèse de Detienne qui consiste à dire on a là affaire à quoi ? Une production entièrement fantasmatique qui a une fonction, et cette fonction-là, effectivement, c'est rassembler contre, en fait, quelqu'un d'autre. Et la thèse de Detienne, alors c'est marrant, lui, il revient sur l'identité nationale, et il montre comment cette identité nationale, le contexte dans lequel elle se forge d'abord, et ça, il est génial ce type, c'est des contextes qui sont guerriers en fait. Ça veut dire au départ l'identité nationale c'est 1870, il va falloir prendre la revanche contre les Prussiens quoi.
Et l'identité nationale, elle se forge dans ce type de cadre. Ça veut dire, à un moment donné, il faut pouvoir réussir à dresser la population française, la rassembler, la mettre en bloc pour pouvoir l'amener à la guerre contre quelqu'un d'autre. Et quelqu'un comme De Tienne, il montre bien comment, en fait, cette identité, je pouvais pas faire ça parce que je parle pas en 15 heures, hein, mais il montre bien, mais il est génial et l'ouvrage est très clair. Il montre bien comment elle est vraiment produite de toutes pièces, et notamment dans les manuels scolaires. Donc, on n'est pas français, mais il y avait le Lavis. Et le Lavis, par exemple, il fait l'histoire de la France depuis le néolithique. C'est-à-dire, Lascaux, c'est déjà le génie français, quoi. Ce qui est quand même un truc complètement fou. Mais on se dit aujourd'hui, c'est risible de dire Lascaux, c'est le génie français. Enfin, je veux dire, c'est dingue hein, quand même, parce que bon. Mais après, quand on a des gens comme Sarkozy qui nous disent ah mais la fête de Jeanne d'Arc, enfin je veux dire Jeanne d'Arc, c'est pas le même monde que nous. Hein, enfin je veux dire, c'est pas la France à ce moment-là. Donc il y a toute une série de choses comme ça qui sont amenées dans notamment les manuels et qui vont peu à peu construire une image complètement fantasmée de la France, mais qui est terriblement opérante cette image-là, puisqu'elle fait se dresser les gens, quoi. Et alors, juste encore, je garde encore le micro une fois. Tu as parlé, tu as cité le mot plusieurs fois, mais finalement, l'intégration dans la tête des gens, c'est quoi un étranger intégré? En quoi il doit se transformer pour être intégré? Il doit abandonner sa religion, il doit abandonner sa culture, il doit manger du pain et des saucissons alors, là, j'ai envie de dire, c'est un truc, c'est terrible. Il y a deux réponses possibles. La première, c'est de dire que, parce que je ne l'ai pas dit pendant l'exposé, donc je réponds peut-être pas tout à fait à ta question, mais c'est de dire que ces catégories-là, ces catégorisations, immigrés de deuxième génération, immigrés de troisième génération, enfin je veux dire c'est quand même vraiment fou ça. Mais il y a vraiment des scientifiques qui bossent là-dessus. Mais donc immigrés de deuxième génération, immigrés de troisième génération, etc. Je viens d'oublier ce que je voulais dire, du coup, désolé, c'est la fatigue. Tu peux me rappeler problème d'intégration, ouais, tout à fait. Donc, et j'ai dit deux réponses possibles. Et la première réponse donc pour cette intégration, c'est effectivement c'est une espèce d'image, comme tu le laissais entendre, complètement fantasmatique de qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, etc. Sauf que cette même image, en fait, elle tient pas la route pour une bonne raison, c'est qu'encore une fois, la France, elle n'est pas divisée de manière ethnique, elle est divisée aussi de manière sociale, et que les propriétés sociales sont pas les mêmes suivant qu'on appartient à une classe ou une autre, et même à l'intérieur d'une classe, ça subdivise. Si on prend la bourgeoisie, enfin, je veux dire. La bourgeoisie, je sais pas moi, quand on est fils de médecin ou quand on vient d'une famille bobo, on va pas se comporter, s'habiller, manger, penser de la même façon, on va pas écouter la même musique, on va pas. Donc encore une fois, c'est là que c'est redoutable en fait cette idée de questionner l'intégration de gens à un modèle qui en fait n'existe pas et qui de toute manière se retournera contre eux. Ça veut dire que la seule chose qu'on va pouvoir sacrer c'est des gens qui vont devoir en permanence donner des gages du fait que ils sont bien français, ils se comportent bien comme des Français. Et l'horreur, c'est quoi? C'est qu'on en arrive très vite, et ça, c'est des phénomènes qui existent. À la radio, j'écoutais encore ça récemment, c'est quelqu'un qui prenait la parole en disant « Mais moi, je suis issu de l'immigration, mais attention, je suis un bon immigré. C'est pas comme les autres. » Et ça, c'est un exemple type qui met les gens dans une situation où, pour pouvoir justement montrer qu'on est censé endosser un costume qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va soi-même en arriver à se distinguer des autres qu'on va soi-même désigner comme étrangers, quoi. Les victimes du racisme vont elles-mêmes pouvoir, à plein d'égards, donner corps en fait aux divisions dont ils sont pourtant les victimes, quoi. Donc ça, c'est un truc fou. Et ça, c'est l'horreur de cette identité nationale. Tu le dis très bien. C'est quoi? C'est manger du jambon ou des choses comme ça? Ben non, pas forcément. On peut être français, végétarien. Enfin, je veux dire, bon. Donc là, c'est le côté hyper opérant de manière très sordide en fait de ce genre de. Voilà, donc ça c'est pour la première réponse possible, et figure-toi que la deuxième, je pense que je l'ai oubliée parce que je suis un peu fatigué. Donc ça va revenir, oui. Oui. Par opposition aux clivages racistes classiques qui ont permis que ce soit l'esclavage ou l'arianisme, est-ce que le grand clivage actuel n'est pas focalisé sur le fric, sur l'argent? Et donc, en capitalisme, comme on dirait en islam ou en christianisme,
Est-ce que le Richard migrant n'est tout simplement pas un migrant, qu'il soit saoudien ou norvégien? Donc s'il a de l'argent, alors il est mondialisé et il échappe à cette espèce de voilà. Alors là, j'aurais tendance à dire oui, mais quand même non, à mon avis. Oui, le star de rap ou le gars qui est de Yachtman à Saint-Trope, on ne s'occupe pas qu'il soit un bon ou un mauvais immigré. Non, c'est vrai, mais par contre, par exemple, l'argent du Qatar, c'est quelque chose qu'il a, l'argent du Qatar, ou le financement de certaines choses par l'Arabie Saoudite, des choses pareilles. Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va voir? Attention, c'est pas seulement de l'argent, c'est aussi éventuellement des idées qui circulent, c'est ceci, c'est cela. Donc je pense qu'il y a aussi, en fait, alors j'ai pas relu vraiment ces textes-là pour être honnête avant de faire la conférence, mais il y a aussi, je pense, un racisme qui va être alimenté contre, en fait, certaines grandes fortunes et tout ça. C'est le rachat du PSG, le PSG est plus français, puisque bon, donc il y a quand même tous ces discours-là qui sont là aussi et qui sont parfois d'autant plus virulents en plus que là, qu'est-ce qui se passe? C'est la France qui est en position d'être rachetée par des pays dans lesquels elle était il y a parfois pas si longtemps ou des choses comme ça. Donc là, je pense qu'il y a quand même aussi à l'égard justement à l'égard de l'argent, ouais, il y a aussi quand même un racisme qui s'exerce. Voilà, je pense que l'argent du Qatar, c'est assez frappant, quoi. Et la question du PSG, des grands clubs de foot, tout ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou pas. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que là, vraiment, je pense que je dirais des bêtises. Je n'ai pas lu, malheureusement, les textes là-dessus. Qui existent, c'est dans Balibar, Race, Nation, Classe, qui est un super ouvrage. Et il y a toute une partie qui est consacrée justement à la question du racisme contre, justement, les gens qui ont des sous aussi. Donc, malheureusement, je peux que vous renvoyer un texte. Monsieur Darcy, moi, ma question, vous avez beaucoup expliqué la France. Moi, j'aimerais bien savoir si le problème en Belgique, les discours de Bart de Wever, est-ce que je pourrais penser à un espèce de parallélisme? Est-ce que Bart de Wever nous considère Wallons comme étant son autre? Comment voyez-vous cette situation? Ouf, alors... Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions, hein, je vous remercie, mais c'est une colle. Hein. Je devrais tout faire pour essayer de me rappeler de la deuxième solution, histoire de pouvoir bifurquer. On pourrait presque dire qu'il y a... Donc là, vraiment, c'est une réponse, c'est un peu naïf. J'ai pas vraiment les moyens de répondre en toute connaissance de cause, mais on pourrait presque, à mon avis... répondre oui, ça veut dire qu'on joue là aussi quand même sur la stigmatisation négative d'une population en ramenant des critères comme la capacité à travailler, la paresse, tout ce genre de choses qui oui visent à distinguer au sein d'une population, encore une fois, ouais, deux groupes dont l'un est stigmatisé négativement et permet justement d'expliquer les malheurs de l'autre, quoi. Le fait que la Flandre pourrait pas faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle est quand même condamnée à entretenir le peuple wallon paresseux, tout ce qu'on veut. Donc oui, ça pourrait fonctionner. C'est ça l'idée, hein, c'est que en fait, je peux peut-être répondre par une pirouette, si vous me le permettez, c'est de dire que le racisme, il n'est pas seulement en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas seulement il ne vise pas seulement des populations de couleurs de peau différentes, de religions différentes, etc. Il vise aussi, on a un racisme de classe, quoi, pour le dire très, très platement. Ça veut dire qu'il peut viser des populations simplement parce qu'elles font partie d'un monde social paupérisé qui n'a pas les mêmes codes, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela. Et ce racisme-là, il est terriblement fort aussi. Et la plupart du temps, les deux sont liés. Ça veut dire que bien souvent, le racisme qui vise des gens qui ont une couleur de peau qui n'est pas comme nous, ces gens qui ont une couleur de peau qui n'est pas comme nous, ils sont aussi dans une situation sociale, c'est ce que j'essaie de montrer, qui n'est pas non plus la nôtre, justement. Et donc, distinguer racisme... le racisme, c'est quand même souvent un racisme de classe dans le même temps, quoi. Je fais ce que je peux. Oui. Moi, je me demande en fait si on n'est pas tous un peu insulaires. Ça veut dire on est tous en train de protéger son petit environnement. Par exemple, d'un village à l'autre, les gens considèrent que les gens du village d'à côté ne sont pas
n'agissent pas de la même façon qu'eux. Les Bretons et les Normands n'agissent pas pareil. Les Corses, c'est encore une autre histoire, etc., etc. Est-ce que c'est pas dans la nature humaine que de rejeter ce qui est, entre guillemets, étranger à soi? Ouais, bah alors là, justement, moi, j'essaie de montrer que, à mon avis, la nature humaine, si je peux me permettre de le dire comme ça, pour moi, c'est pas grand-chose, la nature humaine. Ça veut dire que la nature humaine est quand même toujours mise en forme dans un cadre donné, etc. Et je pense qu'il y a des cadres qui rendent la nature humaine plutôt hostile aux autres ou qui, à l'inverse, justement, tendent à créer plutôt des formes de cohésion plus larges, etc. Donc, j'ai pas vraiment d'image d'une nature humaine qui serait ni bonne ou mauvaise. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, mais par contre, ça se reconfigure dans des cadres historiques, etc., dans des contextes un peu particuliers. Et maintenant, ce qui m'intéresse, moi, par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans le mouvement des Gilets jaunes, alors on peut dire que c'est une lecture de parti pris, mais elle en vaut bien une autre. À un moment donné, c'est ces Gilets jaunes qui disent, nous, les 99%. Les 1% étant les tout grands de la finance. Justement, dire nous les 99%, c'est faire exister un ensemble, c'est faire exister quelque chose de très large. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, on a des mouvements qui vont quand même à l'encontre de cette thèse suivant laquelle l'homme serait peut-être fondamentalement raciste, fondamentalement opposé à l'autre. Je pense pas. Je pense qu'il y a des cadres dans lesquels on peut vraiment agir collectivement, mais que ça se fait pas par magie et que du coup, ces cadres-là doivent pouvoir se construire, s'élaborer, etc. Et encore une fois, je pense que ce qu'il y a de passionnant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'à plein d'égards, il défend en fait quand même les clivages, par exemple racio-ethniques, etc., qui sont pourtant quand même encore très largement diffusés dans les médias, quoi, y compris à leurs propos, quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou pas. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que la construction européenne, bien que pas parfaite, n'est pas une tentative de cohésion à grande échelle? Il y a beaucoup de jeunes qui trouvent très bien cette construction européenne, mais bien qu'il y ait des opposants, hein, le Brexit, c'est clair qu'il y a une population qui ne veut pas ça. Mais je pense que chez les gens, il y a pas toute une série de personnes qui trouvent que l'Europe, c'est bien parce qu'on se sent un peu comme chez soi partout. On peut aller en Allemagne, en Italie, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de passeport, on utilise la même monnaie. Donc je crois qu'il y a vraiment des phénomènes qui tendent à élargir les structures. Bon, c'est pas parfait, mais enfin. C'est sur le problème de la construction européenne. J'ai des questions qui ne sont pas tellement en lien avec. Mais j'ai envie de dire oui et non, au sens où. Là, je dois vraiment. Mais oui et non, au sens où cette construction européenne, à la fois oui, ça pourrait être quelque chose qui fédère, etc. Mais je ne pense pas nécessairement que là, pour l'instant, ce soit exactement. Je pense que l'Europe, là, elle a quand même tendance à produire, à un moment donné, toute une série, en fait, justement, d'oppositions, etc. Et d'oppositions qui sont, si vous voulez. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, je dis peut-être une bêtise. Hein. Mais donc, j'ai l'impression qu'elle produit toute une série d'oppositions, et d'oppositions qui sont notamment liées au fait que, encore une fois, sous couvert de construire l'Europe, malgré tout, à l'intérieur des pays, on divise, pour justement, encore une fois, alimenter, je ne sais pas comment dire ça, moi, la haine des uns contre les autres. Non, je ne réponds pas comme il faut. Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'Union européenne, en fait, là, elle est quand même essentiellement financière, pour le dire très platement. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, en science, il y a des programmes et qui fonctionnent bien. Il y a des projets écologiques, Natura 2000, tout ce qu'on veut, etc. Mais malgré tout, il y a quand même un rapport à l'argent qui est hyper compliqué. Et ce rapport à l'argent, c'est quoi ? C'est par exemple la mise en concurrence de travailleurs. C'est le fait qu'en Union européenne, il n'y a pas d'harmonisation des salaires, par exemple. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les peuples entre eux sont vraiment ils sont mis en concurrence. Et oui, mais du coup, ça veut dire que ce que j'essaie de montrer ici, c'est de dire que, à mon avis, le racisme, il est systématiquement lié à des enjeux qui sont économiques et sociaux. Et ce qui est passionnant, c'est quoi ? C'est de voir comment ceux-là même qui défendent des politiques très à droite en Europe vont alimenter les idées racistes. C'est-à-dire ceux-là même qui alimentent en fait les problèmes, si vous voulez, des décalages vraiment entre les populations, notamment d'un point de vue salarial, du point de vue des conditions de vie, tout ce qu'on veut, etc. Ce sont ceux-là même qui vont alimenter en fait les oppositions les plus dures, les plus crasses, les plus racistes, quoi.
je sais pas si je réponds de nouveau à ta question ou pas, mais du coup, je pense que le projet européen, bah oui, si c'était un projet un peu cohérent et si c'était un projet, alors un projet social, pour le dire platement, il créerait plus de cohésion que là pour l'instant, où c'est quand même un projet économique particulièrement dur entre les peuples. C'est une mise en concurrence quand même des États, et cette mise en concurrence, elle donne la possibilité quand même à toute une série de gens de pouvoir rebondir là-dessus et de diffuser des idées racistes, non pas pour sortir de ce système en fait, mais simplement sans doute pour en profiter eux aussi, autrement. Oui, Pierre. Je voulais te relancer sur un point ou deux, je ne sais pas trop, mais peut-être c'est la même chose et peut-être c'est pas la même chose. Mais d'abord à propos, ça m'y a fait penser à propos de la question qui portait sur le racisme à l'égard des riches. Ben, je pense, enfin, je sais pas, je suis à peu près convaincu que c'est un phénomène qui traduit et qui est lié à ce qui s'est passé dans nos sociétés, qui traduit le fait que si on remonte à ce qui se passait encore il y a 50 ans, il n'y avait pas de riches. Enfin, il y avait des riches arabes, évidemment, vraisemblablement dans leur société, mais ils n'étaient pas riches à l'échelle mondiale. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de contact avec nous. Et donc, avec la mondialisation, il y a vraiment un déplacement des centres de pouvoir qui font qu'une partie importante des dominantes chez nous le sont beaucoup moins qu'ils ne l'étaient. En tout cas, à l'échelle planétaire, ils le sont beaucoup moins. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi la tentation de protéger leur propre situation comme dominants à l'égard de concurrents qui sont vraiment d'abord des concurrents. Et donc, je me souviens, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, sur les clubs de foot, les commentaires quand Mark Cook a racheté Anderlecht, j'en ai entendu au moins 3 qui disaient « on a échappé aux Qataris ». Oui, c'était et ça allait vraiment dans ce sens-là. Alors, je disais 2 choses qui sont dans la... Oui, mais ce qui est marrant, c'est... Enfin, vas-y. Dans la même perspective ou dans le même mouvement historique à l'échelle mondiale, on a aussi... donc, comment se fait-il qu'il y a vraiment eu une rupture dans nos sociétés, en Europe en particulier, mais enfin aux États-Unis en même temps aussi, à peu près autour des années 80, avec l'inversion des politiques qui avaient été suivies pendant les 30 Glorieuses? Je crois que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on a vécu sur ce qu'on a appelé le compromis social-démocrate, et le compromis social-démocrate, c'était un compromis qui effectivement mettait un peu les conflits sociaux, ils n'ont évidemment pas disparu pendant ces périodes-là, mais il les plaçait dans un contexte où il y avait une masse à partager suffisante pour qu'on puisse effectivement augmenter les droits sociaux, et en même temps, les tenants du capital, ils avaient un taux de profit qui restait quand même relativement important. Et puis à un moment donné, on est arrivé à peu près au début des années 80 à une espèce de plus ou moins rupture, je ne sais pas dans quelle mesure elle était vraiment profonde ou pas, mais qui a fait que, en tout cas, du côté des gens qui étaient du bon côté du manche, qui détenaient le pouvoir, ils ont dit « Ok, maintenant on a assez joué et on revient à des formes avec Thatcher et Reagan, mais chez nous, ça a correspondu au gouvernement Martens-Gold qui faisait quand même à peu près la même chose, dans lesquels on a rompu ça. Et donc je me dis, est-ce que finalement, une partie des phénomènes ne sont pas profondément explicables, oui, en examinant les déplacements de rapports de pouvoir économique à l'échelle mondiale? Si, ça, oui, à mon avis, tu as raison. Et il y a 2 remarques. Donc, la première, c'est sur le foot, et heureusement qu'on a échappé aux Qataris. Ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'encore une fois, c'est complètement fantasmé, puisque c'est faire comme si à un moment donné, ah bah tiens, des puissances étrangères pouvaient à un moment donné investir en France, alors que la France elle-même investit un peu partout à l'étranger. Donc, c'est en cela qu'il y a racisme. Ça veut dire c'est jouer contre un certain type
de personnes, de nouveau, une stigmatisation négative, alors qu'on est soi-même en train d'alimenter financièrement d'investir financièrement dans toute une série d'endroits. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, pour le deuxième point, je vais de nouveau répondre par une pirouette, hein, c'est de dire qu'à mon avis, il y a un élément qui est fondamental aussi dans les années 80 et qui n'est pas simplement économique, et en fait qui se produit déjà dans les années 70, qui est économique aussi, mais c'est l'effondrement en fait progressif, continu de l'URSS, quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et ça sera plutôt le thème, alors, où je vais critiquer ça, mais c'est la 4e conférence sur le vivre ensemble. C'est une nouvelle idéologie, à mon avis, un peu puante, mais bon, même si elle n'en a pas l'air. Hein. Mais c'est le moment où, en fait, toute une série de promesses de transformation sociale, etc., vont faire l'objet d'une condamnation, mais à peu près absolue, au nom de ce qu'aurait donné, en fait... les marxismes d'État. Et ça veut dire, c'est vraiment le moment où on va dire, mais regardez, vous vouliez transformer le monde, vous voyez ce que ça donne. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est pas pour rien, à mon avis, que c'est dans les années déjà fin 70-80 qu'on en arrive à un abandon progressif de toutes les lectures en termes économiques, sociaux, et tout ça, des conflits qu'on peut avoir, soit dans le monde, soit à l'intérieur même d'un pays. Il y a un moment donné où, la fin de l'URSS, ça marque en fait, et le cortège d'horreur qu'on va très fortement alimenter, mettre en scène, tout ce qu'on veut, même si ça n'a pas été jeu, c'est pas l'idée, hein. Mais tout ça va très largement contribuer, à mon avis, justement aussi à la fin en fait d'une certaine grille de lecture en fait qu'on pouvait avoir jusque-là, encore une fois, des problèmes rencontrés en France ou à l'international, etc., et favoriser alors le développement d'autres lectures beaucoup plus racialisantes, quoi. Je ne réponds pas tout à fait à ta question, mais c'est parce que sur le déplacement des rapports de force économique, oui, ça joue évidemment, hein, mais je pense que le racisme, il existe bien avant, en fait, déjà, et très fortement quand on regarde, par exemple... au 19e siècle, les propos qu'on a, par exemple, pour stigmatiser la classe ouvrière, je pense qu'une des fonctions, donc on va dire, hein, par exemple, ce sont des bêtes humaines, sont des bœufs incapables de... Enfin voilà, on a ça. Hein. Ça veut dire, et avec la figure du patron paternaliste qui prend soin de ces gens-là, qui par eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, sont voués à l'alcoolisme, voués à la lubricité, voués à tout ça. Et là, je pense que, donc... il y a déjà ça, et je pense que en fait, vraiment la fonction fondamentale du racisme, y compris à l'égard de populations nationales, je veux dire, ou même qui partagent, je sais pas, ça n'a pas de sens hein, de parler avec ça. J'ai retrouvé mon deuxième truc d'ailleurs, mais voilà, ça y est. Mais donc, je pense que le racisme, en fait, il a une fonction, c'est stigmatiser en fait négativement des gens auxquels on réserve pas le même sort qu'à d'autres, quoi. Tout simplement, ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer votre ami à la mine dans des conditions épouvantables. Il y a un moment donné où il faut pouvoir faire passer pour absolument autre celui auquel vous réservez un sort qui n'est pas le même que pour vous, quoi. Et ça, c'est le 19e siècle, quand on regarde les textes qu'on a à ce moment-là, je veux dire, la condition ouvrière, elle est dépeinte comme... c'est une horreur, je veux dire. Quand on lit certains propos, on se dit, bah oui, c'est évident que ces gens-là, ce qu'ils doivent faire, c'est aller travailler à la mine et surtout, ne pas sortir du cadre auquel on les a enchaînés. Hein. Donc, le racisme, pour moi, voilà, il s'est à un moment donné déplacé, en fait, du fait de mouvements de population pour des raisons économiques. Il fallait remplir les usines, fallait des gens pour travailler dans les usines, il fallait des gens pour descendre dans les mines et tout ça. Et là, les Français ne pouvaient plus le faire. Et donc, simplement, à ce moment-là, il va se focaliser sur des populations d'origine étrangère, et je vais en revenir à mon deuxième truc parce que je suis en train de le faire, mais donc d'origine étrangère, alors que juste auparavant, il se focalisait sur des gens qui étaient, voilà, exactement chez nous. Et les propos étaient au moins aussi violents, enfin, je veux dire, et les formes d'exploitation étaient aussi dures. Alors après, le vrai problème qu'il peut y avoir avec, à mon avis, tout ce que je viens de dire là, et notamment les notions d'immigrés de deuxième génération, ou de Français d'origine étrangère, etc., et c'est dingue, là, maintenant, et la réussite, en fait, de cette grille de lecture-là, qui est terrifiante, hein, et notamment, vraiment, dans les universités, les théories sur les identités, c'est « Ah, moi, je suis de telle origine, j'ai des étudiants qui me disent ça, là, maintenant, chaque fois, il ne faut pas forcément dire ça. » Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que même quand on prétend penser autrement, justement, que comme ceux qu'on dénonce, ils ont réussi à nous obliger à penser avec leurs catégories. Ça veut dire les catégories de Français d'origine étrangère, quoi. Ça veut dire que si vous voulez commencer à critiquer le racisme, il faut commencer à dire « Ah bah oui, mais on est tous Français, y compris les Français d'origine étrangère, y compris... » Ça veut dire que même ceux qui prennent la défense, en fait, ceux qui essaient de dire « Mais non, il n'y a pas de division à l'intérieur de la population française », sont obligés de les reconduire parce que les mots sont tels, là, maintenant,
qu'on peut plus faire usage que de ça. Et ça, c'est quand même quelque chose de terrifiant. Je suis en phase d'effondrement, Juste deux petits... Non, mais je vous en prie, juste deux petites remarques, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que c'est juste... c'est peut-être un peu simpliste, mais la première partie de votre exposé qui traitait un peu des crises et cette recherche d'une espèce d'ennemi, quelque part, et des responsables, ça m'a fait pas mal penser, c'est peut-être une simplification, à l'époque, mais c'était il y a vraiment très longtemps, j'ai lu le bouquin d'Hannah Arendt où elle expliquait en gros qu'une de ses hypothèses pour essayer d'expliquer l'antisémitisme, dans ce cas-là, c'est que les gens, ils ont toujours besoin d'une bouc émissaire et quand c'est le moment de crise, c'est très difficile de choper un financier qui est responsable pour l'effondrement des systèmes financiers. On va plutôt chercher quelqu'un qu'on peut choper, qui vient on ne sait pas trop où, qu'on peut facilement humilier, etc. quoi. Donc il y a un peu de ça, je pense. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai même fait le parallèle à un moment en expliquant, comme dans l'Europe antisémite des années 30, à un moment donné, on inscrit dans une généalogie qui différencie en fait une partie de la population de l'autre. Et c'est vrai que ce qui est terrifiant, par exemple, c'est quand on regarde, et je suis d'accord avec vous, donc de dire ça protège quels intérêts, les intérêts justement de ceux qui sont tout en dessous, tout au-dessus, pardon. Et donc si je peux me permettre de rebifurquer une dernière fois, je pense que par exemple avec les gilets jaunes, c'est dingue aussi, ça veut dire les seuls dont on parle pas tellement, c'est les tout grands patrons là par exemple. Ça veut dire on s'interroge sur est-ce qu'ils ont une perspective un petit peu sociale ou est-ce qu'ils sont racistes ou quoi que ce soit, mais s'interroger sur le racisme des gilets jaunes, des choses comme ça, etc. Ça fait qu'on s'interroge pas sur des cibles plus haut. Donc je le dis pas comme il faut parce que je commence vraiment à fatiguer, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Donc c'est de dire, ce sont des figures bouc émissaires. Oui. Ça veut dire qu'ils détournent en fait des j'ai presque envie de dire, même si j'aime pas le mot, des problèmes réels, quoi. Deuxième chose, c'est vous partager un peu une expérience peut-être personnelle, parce que vous avez parlé aussi du fait qu'en France, ce racisme était tellement latent qu'il apparaissait souvent dans le monde censé de donner un peu l'exemple, le monde politique, le journalistique et tout ça. Et en fait, moi, en tant qu'immigré, je passais 3 ans en France où je faisais à la fois les études universitaires et je travaillais avec des ouvriers. Et franchement, le monde des ouvriers, c'est le monde des bisounours où le problème des racismes ou de cette antagonisation sur le plan racial n'existait quasi pas. Par contre, le monde universitaire, c'est là où j'ai entendu le plus des remarques racistes, des divisions, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais là, tu viens d'où, etc. C'est vraiment très particulier et quelque part, c'est l'énigme que j'ai jamais réussi à résoudre. Pourquoi ils ont besoin de ça, en fait? Est-ce qu'ils se sentent tellement mal, justement, est-ce qu'ils sont à la recherche d'identité à tel point qu'ils doivent vraiment humilier tout l'autre? Je ne sais pas. Mais je pense que le tout vrai problème, et c'est quelqu'un genre Véronique de Ruder qui a bossé là-dessus, et qui dit le drame en fait de ces identités complètement fantasmées, etc., c'est qu'à un moment donné, elles finissent par fonctionner. Ça veut dire que les cadres complètement fantasmatiques qu'on met en place, la thèse de Ruder, c'est de dire qu'à un moment donné, les gens, en fait, ils vont commencer à eux-mêmes, en fait, se voir sous l'angle de l'identité, etc. Comment en France encore le chantier il est ethniquement organisé, par exemple, ça veut dire avec le chef de chantier qui sera portugais, etc. Enfin, je veux dire, on a des sociologues qui travaillent là-dessus et qui montrent comment, sur le chantier français, on a une division ethnique du travail qui est très forte, en fait. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui. J'ai le nom de ce monsieur qui fait ses travaux qui sont incroyables. Il est hyper fin parce qu'il passe vraiment sa vie, lui, à aller regarder les gens, etc. Et il montre comment cette division qu'il y a dans l'organisation du chantier, en plus, se répercute après dans les rapports que les gens ont entre eux, et de manière parfois très violente, quoi. Mais, et c'est, je vais pas retrouver le nom de ce monsieur, Nicolas Jounin, voilà. Et donc Nicolas Jounin, ouais, et qui montre comment il y a vraiment une hiérarchie professionnelle statutaire, avec un classement qui est ethnique des travailleurs. Et là, c'est un article vraiment assez magnifique. Je pourrais vous le donner si vous voulez. Je vais plus y arriver. Ouais, merci et désolé pour les réponses. J'ai fait ce que je peux, mais